bonsoir, bonsoir tout le Attends. monde. On est au Journal du Coin. Un peu de Oh, Solana. Solana Breakpoint. Non, on le voit pas. Ah, tu vois le filtre. Ah non, c'est AV en fait. C'est la Breakpoint, c'est la Gold Breakpoint, celle-là. On va célébrer quelque chose, j'allais oublier. Un autosatisfait site. L'audience pour cette plaque que j'ai reçue aujourd'hui, qui marque le passage des 100 000 abonnés pour la chaîne du Journal du Coin. Tout ça, c'est grâce à vous. Montre-le à la caméra. Oui, hop là, alors voilà. Très très beau. Écoute, oui, c'est mouvant. T'as vu, c'est bien poli, pas comme toi. C'est lourd. Regarde, hop, c'est lourd, c'est massif. Ça a l'air vraiment quali, tu vois. Donc, je tenais à remercier tous les abonnés. On a fait les 6 chiffres sur YouTube. J'espère qu'on pourra atteindre les 1 million. Tu reçois une autre plaque au million? Je pense, oui. Alors je sais de source sûre, puisque j'étais à Angers. Et du coup, quand tu reçois le million maintenant, tu reçois un NFT. Donc, tu as une jolie plaque avec un écran un écran dedans. Et en fait, c'est un NFT fait par un artiste. Wow. Ça vous motive, puisque vous êtes à 10% de l'objectif. Et en 2022, vous aurez votre propre NFT. Et tu reçois une convocation à Bercy, apparemment, aux millions d'abonnés. Pour un NFT, et tu dois pas... En NFT, par contre. Donc, c'est cool. Merci en tout cas. Ça va être dur de faire 1 million juste en faisant des interviews en anglais, mais voilà. Mais merci à tous. On est très très belle communauté, très belle audience. Merci pour vos messages sur Twitter, Telegram, Discord. Vous êtes géniaux. Et il y a pas mal de belles choses qui arrivent sur cette année, dont une nouvelle chaîne dans laquelle on ira plus en profondeur sur certains aspects, certains sujets exotiques. De la crypto avec des invités aussi. Toujours de marque. De marque, Zeller. N'est-ce pas? Elle était scriptée, celle-là. Non, même pas. Même pas, c'est le pire. Oh, wait. Bon, moi, j'ai quelques thématiques. Je vous ai prévu un petit programme pour se mettre en jambe. Avec que des pièges, évidemment. Parce que c'est notre première émission de l'année avec toi, Marc. Donc, on espère avoir la chance. Et même, tu nous as dit que c'était sans doute que tu reviendrais régulièrement. Donc, tu nous maintiendras au courant des tendances chaque mois. Donc, nous, on est très contents. Et là, on a un programme chargé puisque c'est 2022, donc c'est le début. Donc, on va essayer de déminer l'année. Bah ouais. Et c'est toujours un plaisir pour moi de repasser au Journal du Coin. J'ai vu sur Twitter, et ils ont raison, il y a une tradition. C'est que si je viens 10 fois dans une émission, vous me devez un kebab. Ah, ouais. Tu sais qu'il y a là, je crois que je suis à mon 4e tampon chez vous. Faites gaffe. Ouais, mais kebab finance sur la BSC, c'est pas tout frais. Moi, oui, mais bon, ça fait partie. Vous me devez un kebab. Qu'on mangera ensemble. Donc on verra. Avec plaisir. Ouais. Donc j'en suis à 4 tampons sur ma carte de fidélité. Ouais, bah, écoute, j'aime bien cette tradition. Écoute-moi, en termes de petit parcours d'émission, le côté simple, ce que je pense qui plaira à tout le monde, c'est un petit tour des portfolios. Alors, pas forcément la valeur absolue, hein, mais la répartition et les coins chéris ou les coins sélectionnés dans ton folio, dans le nôtre. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu retiens pour du 2022, en fait? C'est le moment où on ne fait absolument pas de conseils en investissement, n'est-ce pas? Ah non. Alors, moi, tu sais, je me disais, attends, Marc, je me permets de te couper, mais quand les gens déconseillent d'acheter du Bitcoin, finalement, c'est un conseil financier de ne pas en acheter. Donc, moi, je n'ai jamais conseillé à personne de ne pas en acheter. Donc ça, j'en suis assez content. Et donc, effectivement, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, clairement, dans les trucs récents, si on dégage dans la finance décentralisée, c'est un petit peu là où je suis un petit peu plus focus que les autres choses. Là, en ce moment, ce qui est vraiment à la mode, c'est tout l'écosystème Phantom. Aujourd'hui, le snapshot n'est pas encore pris, mais il va arriver probablement dans la nuit pour nous ou dans les prochaines heures. En fait, si vous allez sur Défi de Lama, qui est le nouveau Défi Pulse qui regarde les plus gros acteurs de l'écosystème, va y avoir un snapshot des 20 plus gros protocoles de l'écosystème Phantom, ce qui explique que dans la dernière semaine et dans les 2 dernières semaines,
il y a eu une explosion des TVL et des acteurs sur cet écosystème fantôme parce que André Cronier, qui est le fondateur de Yearn, s'est associé avec Daniele, qui est le fondateur de Popsicle à la base, puis Magic Internet Money et avec le Spell et Time Wonderland. Donc, un peu le créateur fou de shitcoin ou pas, hein, ça dépend. Mais voilà, si vous avez des fonds dans un de ces 20 protocoles que vous voyez à l'écran, eh bien, il y aura un Snapchat et vous recevrez du token de sa nouvelle plateforme à André Cronier qui s'appelle Liquidi. Donc là, ça a pas mal explosé. Beaucoup de gens disent que les fonds qui sont arrivés sur Phantom resteront sur Phantom. Quand on regarde l'historique, par exemple, quand Polygon a fait pas mal de bruit, quand Avalanche, la C-Chain, a fait pas mal de bruit dans l'écosystème EVM, hein, dans cet écosystème compatible, il se trouve que c'est relativement vrai. C'est-à-dire que Polygon est monté, par exemple, je crois à 15 milliards de TVL, et ils sont encore à 10 aujourd'hui. Il y a une rétention, en fait. Il y a une certaine rétention. Il y aura toujours une part des acteurs de la DeFi qui sont un peu comme les criquets pèlerins. C'est toi qui avais mis cette expression la dernière fois que je suis venu dans l'émission. Mais il y a une part qui reste dans l'écosystème. On reste sur des tokens qui ont extrêmement évolué en termes de valorisation. Donc faites très attention à vous. Il y a du lard et du cochon là-dedans. Surtout du pas bon comparé au bon. Mais on reste sur des valorisations à taille humaine. Moi, sur ce top 20, à titre personnel, voilà, et ça n'engage que moi, et bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, puisque c'était un peu au centre de ma stratégie de yield farming, et en ce moment, c'est sur mes stratégies où je vais faire fructifier mes stablecoins et mes actifs, c'est le protocole ChiDAO. ChiDAO, ça s'appelle MyFinance, le site my.finance, et je suis à titre personnel, et ça n'engage que moi, passé acheteur pas mal sur MyFinance, qui est en fait une surcouche au-dessus de protocoles DeFi, qui va généralement utiliser en collatéral des dépôts dans des protocoles DeFi, donc par exemple AV, pour pouvoir emprunter. Et ça fonctionne un petit peu sur le même système que MakerDAO. Le token a explosé, donc faites très attention à vous. Il était à 40 centimes il n'y a pas si longtemps, il est monté à 1,20 $, 1,25 $. Là, il est descendu un petit peu en dessous du dollar. Mais ils sont multi-chain, très présents, ils viennent de Polygon, très présents sur Polygon, mais ils sont aussi sur Moonbeam, Avalanche, très présents sur Phantom, etc. Et c'est une équipe qui est jeune, donc un protocole jeune, donc c'est potentiellement risqué, mais ils ont vraiment à cœur de faire des synergies avec les autres protocoles. Donc la dernière fois, je vous avais fait une boucle avec le protocole Bifi et le protocole StakeDAO ainsi que AV, où eux, ils rentraient dans cette boucle-là. Et probablement aujourd'hui, je vais vous parler aussi de ça, mais avec d'autres acteurs sur un autre réseau, ce qui prouve un petit peu le dynamisme. Donc voilà, moi, en ce moment, dans ce top 20-là, dans le truc qui est un peu hype, c'est le truc qui m'intéresse parce que l'équipe m'a prouvé son sérieux. Après, est-ce que c'est sans risque? Absolument pas, quoi. MyFinance, j'arrive pas à le voir dans le top 20 de Phantom? Si, ils sont 18, je crois. Alors... Retourne sur Défilama. Ouais, j'y retourne dessus, les amis. De toute façon, il ne voit jamais rien. Oui, il est 16e de plus yeux. ChiDAO, ouais, voilà. Voilà, 16e. C'est du chinois, ça. Ouais, oui, donc c'est ChiDAO. Vous pouvez dire KiDAO si vous voulez, mais ça fait plus classe de dire ChiDAO. ChiDAO, ok. Autant pour moi. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Hein. Moi, ça m'a perturbé parce que je cherchais du MyFinance. Voilà, si les gens sont natifs en mandarin, vous pouvez vous moquer de nous parce que je pense que même ChiDAO, ça ne doit pas être la bonne manière de le dire. Moi, ouais, c'est vrai que cette boucle était redoutable la dernière fois, mais il y avait Bifi. Donc, est-ce que tu coches plusieurs cases quand tu fais ça? Est-ce que tu coches 3 cases ou est-ce que ça a une incidence? On n'en sait rien, on verra, c'est la surprise. Ouais, c'est la surprise. Moi, c'est clairement, c'est un pari personnel. Tu vois, il y a des trucs qui progressent énormément et qui vont continuer de progresser. Le fameux VDAO, qui est un peu monté juste pour ce snapshot. Pour moi, c'était le coup à jouer de la semaine dernière.
et il a apporté des multiples qui sont réels. Mais pour moi, c'est un feu de paille. C'est-à-dire que voilà, on peut brûler très vite, très fort, mais généralement, on ne brûle pas très longtemps. Et j'ai du doute, à titre personnel. Là, il est numéro 2 là, actuellement, avec 2,5 milliards de TVL. Je doute personnellement de sa longévité à ce protocole. Dans les trucs un petit peu foufou sur le protocole Phantom, mais qui a un intérêt, je pense que Undread Finance, donc le HND token, eux aussi, ils sont un petit peu sur ce truc-là. C'est extrêmement risqué. Là, on parle de choses qui sont risquées. En fait, attention à vous. On n'est pas sur les cryptos de bon père de famille, le Bitcoin, l'Ether, etc. Là, on est sur des trucs un petit peu plus risqués, donc potentiellement qui peuvent monter un peu plus ou pas. Undread Finance, au niveau du développement, c'est assez sérieux. Après, ça reste un fork de fork. Tout ce qu'il y a sur Phantom. Phantom, c'est un peu la nouvelle BSC, sans CZ derrière. C'est-à-dire que tu as des copies de copies qui fait du liquidity mining. Donc, tous ceux qui ont raté la belle époque du pancake que toi, tu as connu, Ben, et dont tu parlais la dernière fois, eh ben, il y a une nouvelle saison du pancake, mais cette fois, c'est les petits fantômes, quoi. Et Undread, c'est quoi la proposition de valeur? C'est des copies de copies. C'est un clone de Compound. Donc, c'est vraiment la défi. Tu apportes de la liquidité, tu empruntes de la liquidité. En gros, il y a 2 forks de forks qui se font la bourre, qui se tirent la bourre. Il y en a même 3 sur Phantom actuellement. Le premier, c'est Geist. Geist, c'est un copier-coller de AVV2. Le deuxième, c'est Scream, qui est un copier-coller de Cream. Non, de Compound. Je crois qu'ils ont repris le code. Je ne sais plus s'ils ont repris le code de Compound ou Cream, sachant que Cream, c'est déjà une copie de Compound. Donc voilà, on est sur de la copie de copie de copie. Avec un lourd passif. Cream a un lourd passif. Cream est l'un des protocoles les plus hackés de la DeFi. Événement de hack, je crois qu'ils se sont fait hacker 5 fois. Donc on est sur du gars de compétition. Mais Scream, pas encore. Ça ne leur est pas arrivé pour l'instant. Et le troisième, je ne me souviens plus du nom. Donc on a Scream, on a Undread et on a Geist. Non, voilà, c'est ça, c'est les 3. Et après, il y a d'autres trucs, Taro. Taro, ça fait pas mal parler d'eux, mais... c'est un IED Optimizer, je crois, non? Ouais, exactement. En fait, c'est une copie sans être une copie de Wi-Fi, de YEarn. Donc, voilà. Donc, vous avez plein de trucs. La moitié, c'est des Ponzi. La moitié seront plus là dans 6 mois. Vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez perdre énormément. Mais si vous vous êtes amusé à l'époque de la BSC pendant le DeFi Summer de 2020 et que vous voulez revenir un peu dans ces temps nostalgiques où on pouvait tout gagner et tout perdre dans la même journée, eh bien, en ce moment, ça se passe sur Phantom, très clairement. Eh bien, écoute, moi, je suis un peu noob de Phantom, alors que je crois qu'il y a quand même des rendements intéressants. En plus, ne serait-ce que sur des trucs un peu moins risqués. Ce que tu montrais la dernière fois, c'était quand même du stablecoin qui utilisait des protocoles... ouais, mais tu vois, tu as du vrai et du faux stablecoin. Tu vois, Tombe, parce que je le vois. Tombe. Voilà, Tombe. Bon, après, voilà, c'est comme le rug. Donc, les gens qui ont arnaqué. Et le truc s'appelait Reapercoin, quoi. Donc, bref. Moi, j'ai un jeu de mots pour ça. C'est le piège à coin. On la valide. Voilà, donc bon, ça fait partie du jeu. Mais par exemple, moi j'ai un indicateur. Alors j'ai vu que sur multi-chaîne, il y avait eu un petit problème, je ne sais pas, une faille qui a été trouvée, mais corrigée. Oui. Et c'était ceux qui avaient autorisé quelques swaps, je pense, sur différentes devises, donc de l'Ether, de l'Avax, je ne sais plus. Voilà, il y avait 5 devises, le FTM aussi, par exemple. Il y avait 5 devises, donc ce n'est pas l'ensemble du protocole qui s'est fait hacker. C'est l'approve. Donc, quand on va déposer et retirer et utiliser
un bridge comme Multichain qui s'appelait Uniswap avant, qui ont rebrandé, ils ont changé de nom. En fait, Multichain était leur premier nom. Après, ils sont appelés Uniswap, ils ont sorti le token ENI. Et puis après, ils ont rechangé pour revenir au nom du début. Voilà, c'est leur manière de faire, pourquoi pas. Et donc, si vous n'avez jamais utilisé Multichain, vous n'avez aucun risque. Et si vous avez utilisé Multichain, mais pas ces fameux 5 tokens, vous n'avez aucun risque. De toute façon, si vous avez utilisé Multichain, que vous avez un doute, vous pouvez aller sur le site de Multichain et ils vous le diront. Ils vous diront votre adresse a potentiellement un souci ou pas. Et voilà, et moi c'était pour dire... Pour rester à jour sur ce qui se passe dans cet univers-là, dans Breakrange, Fantôme, Danielé, etc., vous pouvez écouter Frog Radio. Ouais. Moi, j'ai écouté le Twitter Space hier. Je ne sais pas si tu as suivi. Hier, il y avait le fameux Cryptomessia qui fait la Frog Radio et d'autres trucs, qui avait invité André Cronier et Danielé. De toute façon, l'épisode là, c'est celui qu'on voit là. Donc, si vous l'avez raté, ce qui s'est passé le Twitter Space, vous allez sur ce Twitter et vous retrouverez exactement ce qui s'est dit. Ça faisait un petit peu réunion du temple solaire. C'est un peu une secte, hein. Faut faire attention, quoi. Après, Danielé, il a de l'humour quand même. Moi, j'avais vu qu'une intervention de lui, il est drôle. Enfin, moi, l'humour, c'est tranchant, hein. C'est-à-dire qu'il est assez dégénéré. Hein. Ouais, ça va mal finir cette affaire. Moi, je vous avoue, j'y vais, je gagne des sous, mais je suis pas marié. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, ils sont là, c'est les nouveaux Messi, etc. J'aime pas trop les cultes de la personnalité en général. Alors dans la crypto, encore pire, parce que à la base, on est là pour la décentralisation et dire qu'il n'y a pas un mec, enfin, tout le monde est égal face au smart contract et face à la blockchain encore plus. Et voilà, ne tombez pas amoureux de vos bagues là-bas. C'est vraiment, il y a beaucoup de consanguinité entre les protocoles. Le rendement ne vient pas d'activité économique réelle. Le rendement vient parce que tu distribues un token, parce que tu as eu un token avant, parce qu'il y a eu un autre token avant. Et en fait, ça tourne en rond. Et en fait, c'est des chaises musicales. Et quand la musique s'arrête, si vous n'avez pas posé votre cul au bon moment, au bon endroit, vous allez poser votre cul par terre. Et ça, je vous le garantis. Et Daniel sera là pour vous sauver. Je sais plus si on a le droit de faire ça maintenant. Est-ce que c'est considéré parce que tu sais, dans le monde politiquement correct. J'ai pas suivi cette polémique. Celui-là, on le suit pas. Tu sais, le politiquement correct, il nous ennuie. C'est pour dormir la nuit. Comme Amy n'est pas dans l'émission, je le disais juste avant, et il faut bien compenser un petit peu, tu vois. Moi, ma stratégie, tu vois, par exemple, parce que c'est dur de tout suivre. Là, franchement, merci pour la mise à jour. Ça permet de voir quelques protocoles. Moi, je regarde ceux qui sont multi-chain. Et donc, tu vois multi-chain, évidemment, qui porte bien son nom, mais tu vois Bifi, tu vois Curve, tu vois Abracadabra, donc une des folies de Danielé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et il y avait justement je ne sais pas comment le dire. Shidao qui est multi-chain aussi, et Android aussi, donc tu vois, et Synapse, bien sûr. Après, non, c'est vrai que la qualité des protocoles n'est pas folle, dans le sens où on a encore une énième en fait blockchain EVM compatible, essentiellement composée de forks. Du moins, les protocoles avec la plus grande TVL sont des forks de protocoles existants sur Ethereum, et ça peut s'expliquer par le programme d'incentive en fait de la blockchain Phantom, qui est assez particulier. Pour pouvoir récupérer les subventions sur les 370 millions de dollars qu'ils avaient mis initialement en FTM pour incentiver les développeurs, vous devez juste atteindre un certain niveau de TVL pendant 1 mois d'affilée ou 2 mois d'affilée. Donc, si vous avez des amis qui peuvent en fait déposer de l'argent dans votre protocole, vous devenez de facto plus ou moins éligible en fait à des subventions que vous allez pouvoir soit saupoudrer aux futurs utilisateurs de votre plateforme ou garder dans votre poche. Donc, il y a eu une opportunité économique très, très exploitée sur la blockchain Phantom, où beaucoup de gens créer des forks de forks ou des protocoles qui légitimaient éventuellement une candidature pour obtenir ce grant-là. Ils ont apporté de la liquidité venant d'amis ou leur propre liquidité pour devenir éligibles en fait aux critères qui déclenchaient en fait le paiement de ces subventions. Et c'est vrai que le programme était intéressant, ils essayaient d'innover, mais il était vraiment broken sur pas mal d'aspects. Programme qui a été conçu par un ami qui était
invité sur la chaîne, que je salue. Comment oses-tu dire la vérité, pauvre fou? Ça, ne sais-tu pas qu'il y a une secte qui vient t'attaquer dès que tu dis ce genre de choses? C'est Attendez, permettez-moi de faire l'avocat du diable. Heureusement qu'on parle en français. Non, mais l'avocat du diable, c'est que la liquidité, c'est une bonne protection contre les attaques civiles. C'est-à-dire que si tu dois déterminer, bon, disons que money talk, c'est là où va l'argent, supposément qu'il y a la demande. Mais effectivement, c'est souvent un ramassis de whales qui vont ramasser eux-mêmes les incentives, et donc ça fait une spirale d'enrichissement qui va au plus riche. Non, c'était intéressant parce qu'ils voulaient rajouter un critère de plus pour légitimer en fait le payout des incentives. L'idée de base était intéressée à rechercher money talks, etc. Mais dans le fond, avec du recul, ça n'a pas résolu le problème. Il y a beaucoup de programmes d'incentives qui ne sont pas parfaits. Et voilà, l'initiative est intéressante. Les résultats, peut-être un peu moins. En tout cas, moi, j'ai juste l'impression que sur Phantom, en ce moment, il y a pas de protocoles qui sont... D'innovation propre. Peut-être. Je peux me tromper. Il y a peut-être des experts de l'écosystème Phantom. Ça commence à apparaître sur Solana, sur Terra, ça va. Rien. Phantom n'a pas de protocole qui vient de Phantom, qui a été créé par Phantom, mais pour la communauté. C'est des forks de forks. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que personne n'est impliqué dans tout ça, que ce soit au niveau des protocoles, au niveau de tout, et là pour le long terme. C'est même dans le sens où, tu vois, toutes les blockchains EVM qui proposent autre chose d'Ethereum, généralement, ils se disent, par exemple, Polygon, ils font du Proof of Stake, on en avait parlé la dernière fois, mais ils ont fait d'énormes acquisitions pour sortir de ce truc où on a des blocs qui sont énormes et une blockchain qui grandit à vitesse grand V. Avalanche, ils travaillent énormément sur leur subnet. D'ailleurs, ça va être un des grands sujets de Barcelone en mars là-dessus. Polygon a sorti le IP 1559, ils ont intégré ça. Phantom, j'ai l'impression qu'au niveau du protocole, il ne se passe pas grand-chose. Ils n'ont même pas de bridge à eux, quoi. C'est le bridge. Si vous voulez aller sur Phantom et sortir de Phantom, vous devez utiliser un bridge qui s'appelle Multichain, qui est très bien. C'est une super équipe. Je travaillais que pour les portals. Mais ça n'a rien à voir avec la fondation. C'est-à-dire que vous avez un groupe privé, entre guillemets. Alors, bien sûr, une fondation d'une blockchain, c'est aussi un groupe privé. Mais là, vous avez un groupe privé qui contrôle les entrées et les sorties vers votre blockchain. Et en plus, c'est eux qui mintent les tokens qui sont censés être officiels. Pour moi, c'est un gros problème parce que je considère que les bridges officiels, entre guillemets, c'est des public goods, dans le sens où c'est de l'infrastructure, c'est pas censé y avoir de fee. Là, vous payez 0,1% à chaque fois que vous rentrez, vous sortez, ça dépend des tokens, mais généralement, ça va être le prix. Et pour moi, c'est un vrai problème d'infrastructure, quoi. Tu peux pas mettre une taxe dans ton péage à chaque fois que quelqu'un va rentrer et sortir, parce que comment, du coup, les gros acteurs qui veulent faire de l'arbitrage, les gros acteurs qui veulent faire bouger de la liquidité, les gros acteurs qui veulent simplement récompenser et trouver l'équilibre, et ben, il y a cette friction des frais à l'entrée, à la sortie. Il y a cette friction de est-ce que la liquidité est disponible ou pas, puisque ils ne peuvent pas minter et détruire à l'infini. Et ça limite vachement les choses. Et d'ailleurs, ça explose Phantom, mais ça explose beaucoup moins vite par rapport à la hype. Moi, je pense que c'est une des raisons, c'est qu'ils sont tout le temps en dèche de liquidité, c'est dur d'y rentrer, c'est dur d'y sortir. Pas pour nous, humble plebs qui arrivons avec des sommes encore cohérentes, mais pour les vrais gros acteurs, market makers, etc., c'est plus complexe, quoi. Okay. Chaque fois qu'on a une instance d'entrée ou de sortie sur la blockchain, s'il y a une friction, en fait, s'il y a des frais sur le montant déposé ou retiré, c'est sûr que ça rend les activités d'arbitrage, par exemple, beaucoup moins intéressantes sur un écosystème comme Phantom. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, la TVL est impressionnante, quand même. 9 milliards, ouais, c'est fort. C'est fort. Et enfin, bon, par rapport au... Allez, on va regarder par chain. Phantom se situe en 6e position. Tu partages l'écran, là, ou pas? Bien sûr. Ok. Derrière Solana et derrière Avalanche. Ouais. Ah oui, c'est assez dingue.
Et tu vois les stades d'acquisition, oui, ça a bien marché leur programme d'incitation. Ouais. Bien marché. Mais écoute, c'est très clair. Hein. Merci pour cette tendance fantôme. Donc le gamble, c'est un peu un gamble là, du moment. Hein. Alors, moi, ça me rappelle effectivement mes amours de l'année dernière. Mais, Ouais, c'est clairement, que allez-y, je n'ai plus. D'ailleurs, moi, j'ai comme il faut coupé. traiter la BSC, quoi. C'est-à-dire que si encore aujourd'hui, en 2022, puisqu'on a changé d'année, vous êtes encore sur la BSC, vous nous écoutez, vous êtes encore sur la BSC, vous êtes officiellement un crypto-boomer. Moi, je vous le dis, Oui. sincèrement, c'est comme ça. Si vous êtes encore en train de farmer du cake sur PancakeSwap, mais qu'est-ce que vous foutez là? Retournez sur votre Minitel, ayez honte de vous. En 2022, on ne fait plus ça. La BSC, c'est terminé, les amis, hein, ça fait un moment. Et maintenant, bah, les jeunes cool, ils sont sur Phantom. Les jeunes encore plus cool, ils sont sur des trucs genre Métis, Boba Network, etc. dont on ne parle même pas maintenant parce que pour l'instant, c'est tout petit et c'est encore plus risqué. Mais vraiment, là, la BSC, il faut arrêter, les amis. Hein. Boba, c'est l'initiative d'Optimistic Rollup d'Omisego, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Okay. Et c'est une bonne équipe, c'est assez intéressant. Il n'y a personne pour l'instant, il n'y a pas de TVL, mais il y a 2-3 protocoles, ils font les choses bien. Et on est clairement la grande tendance, et c'est peut-être pour clôturer cette catégorie, c'est ce qu'on appelle le L2 2022, L222 sur Twitter, où c'est ça qui va exploser. Quoi. Va y avoir des layers 2 différents qui vont arriver les uns après les autres. Et pourquoi pas, hein. Il y en a marre de payer $80 pour faire une transaction. Non, c'est ça qui garantit la qualité de la transaction. On aime les frais, plus de frais. Bah, il y a une sécurité associée, mais bon, disons que pour aller déposer 1000 balles de stable non, et les faire fructifier tranquillement, c'est un petit peu compliqué. Non, c'est horrible, clairement. Et c'est vrai qu'il y a une opportunité Je vois qu'il y a les Jean-Michel Sizy dans le chat qui disent « Oh, mais non, la BSC, c'est bien !» Non, mec, t'es plus à la page, c'est pas grave. Hein. La calvitie dans 2 ans. C'est moche ce que tu dis, mais c'est abominablement vrai. Donc, même moi, j'ai dû plier mes bagages, mort dans l'âme, mais j'y suis plus non plus. Ça fait un moment. Hein. Putain, il y a quand même, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, en janvier 2021, c'était quelque chose. Hein, mais c'était légitime parce que tu n'avais pas de truc en prod sur un écosystème, fût-il centralisé avec moins de frais. C'était l'expérience analogue à Ethereum, c'était la plateforme permissionless pour déployer des contrats qui avait des frais, qui proposait des frais $1. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à l'époque? Il n'y avait rien. En prod début 2021, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Tout le monde a oublié. Et ça, je pense que. Voilà, exactement. Il y avait XDAI qui est Gnosis aujourd'hui. Voilà, qui est le OG de ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés trop tôt, ce qui est terrible technologiquement. Avoir la bonne technologie et la bonne réponse trop tôt, c'est la pire chose qu'on peut en faire dans le monde technologique. Et XDAI, moi, je pense qu'il y a un arc de rétention de XDAI qui est complètement sous le radar actuellement et qui va revenir dans le sens où XDAI, donc, qui était lancé par Igor Barinov à la base, qui est un développeur qui a lancé POA Network, Proof of Authority Network, avec des stakers comme MakerDAO au tout début. C'était vraiment un truc intéressant. Et il s'était fait connaître à l'époque avec le Burner Wallet, qui était un wallet avec une sécurité très faible, mais juste pour, quand tu es en conférence, payer en DAI, etc., avec un block time de 5 secondes et des frais de transaction quasi nuls. Et il y avait les premiers NFT. Là, je vous parle de 2018-2019. Donc, c'était assez le feu, XDAI, à cette époque-là, mais avec la taille de l'écosystème de l'époque. Donc, tout le monde est passé à autre chose. On était en plein bear. Exactement. J'étais ETHCC et un type cool barbu m'a dit installe un wallet XDAI sur ton navigateur. Enfin, je m'en rappelle. C'était vraiment la misère. Jake Morgan. Tu as écouté le conseil? Tous les keynotes. Bravo. Non, mais j'ai retenu. Et donc, l'alpha là-dedans, c'est que Gnosis, qui sont des vrais OG de l'écosystème, qui ont fait le Gnosis Safe, qui sécurise des centaines de milliards de dollars, c'est-à-dire que toutes les DAO, tous les protocoles sérieux qui ont une trésorerie de centaines de millions, ils utilisent tous Gnosis et leur technologie, leur multisig. C'est le truc de référence. Ces gars-là ont créé QueSwap, j'en avais parlé la dernière fois, le fameux airdrop, etc. Je pense que la plupart des gens sont éligibles là-dessus. Si vous ne l'êtes pas, bah, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et en fait, ils ont acheté, entre guillemets, en tout cas récupéré XDAI. Et donc, XDAI est devenu la Gnosis Chain.
Et donc maintenant, le token de XDAI, c'est encore le XDAI, mais ça va être le GNO token, je crois, dans l'avenir, où il y a un truc avec du staking qui arrive. Et ils sont full EVM. Les développeurs derrière, c'est les meilleurs développeurs d'Ethereum, techniquement. Genre, c'est au niveau code, ils n'ont rien à prouver à personne. Et les frais de transaction, c'est moins d'1 centime. Ça marche ultra bien et c'est ultra carré. Et tout le monde, comme ils sont OG d'Ethereum, tout le monde dans l'écosystème DeFi un petit peu ancien, les gros, bah, ils les aiment bien. Donc, on peut s'attendre à ce que tout le monde se déploie là-bas, quoi. C'est vrai que c'est officiellement un projet avec Aave, puisque Aave est décentralisé, donc il y a des discussions qui s'organisent là-dessus, qui sont faites publiquement. Donc il y a de grandes chances que la V3 d'Aave soit sur Axios Chain. Et voilà, pour l'instant, personne n'en parle, personne ne connaît. Mais ça, je pense que c'est une des grandes tendances, peut-être pas dans les 3 prochains mois, mais dans les 6 prochains mois. Marc, tu peux répéter, le gas metering token de cette blockchain, c'est quel jeton? C'est Là, je crois qu'on continue de payer en XDAI, donc du DAI en fait. On paye en DAI les frais de transaction. Mais je crois que ça va être le GNO. Ça va être le GNO. Oui, on ne peut pas. C'est nul ça. C'est non, désolé Marc. Et il y a un truc qui est officiel aussi, c'est qu'ils vont faire des incentives en GNO token au protocole qui s'y déploie. Ils ont un gros programme, puisque en fait, Gnosis, ils ont fait une ICO en 2017 où ils ont sorti. Oui. Voilà, ils ont vendu 3% de leur supply pour 250 000 Ethers. Donc en fait, c'est une team qui est assise sur un tas d'or. Tu peux pas tester. Ils sont extrêmement riches, ils n'ont pas dépensé grand-chose. Bah tiens, ça c'est, vous voyez le truc, c'est très probablement le snapshot pour CoSwap, la montée du prix. Et du coup, ils ont une partie hallucinante du supply encore aujourd'hui du GNO token. Et pour être décentralisé, quelle meilleure manière de distribuer ce supply directement en liquidity mining? Ils ont un market cap de 600 millions actuellement, mais du coup, ils ont de quoi faire des dizaines, voire des centaines de millions en liquidity mining, quoi, en incentive. Ils sont listés partout et tout le monde les kiffe parmi les OG de l'écosystème. Ça ne veut pas dire que mettez tout le PEA là-dessus. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est clairement, moi je vous invite à le mettre dans votre radar. Vous l'achetez pas, c'est votre problème, mais ce serait dommage de l'ignorer. C'est super intéressant. Donc là, tu es pas mal sur les tendances. Donc, tu as fait tendance de très court terme sur Phantom, petite vision moyen terme sur Gnosis et ce XDAI. Il y a eu d'autres éléments que tu as parlé, d'autres grandes visions. Alors après... On salue Valentin de Cryptost. Tu vois, je lui fais des infidélités, il essaye de raviver la flamme. Mais non, c'est mort, tu ne m'as pas payé le kebab. Maintenant, je suis résident JDC, mec. Cryptos, on oublie. JDC, les amis. Je le salue aussi. Salut Valentin. Kebab 5,50 €. Notre amitié, ça valait pas 5,50 € pour toi. Bravo. Génial. Je rigole. Alors, tu n'as pas donné tous les coins. Tu as donné quand même pas mal d'insights. Donc, est-ce que dans les métriques classiques, je suppose qu'il y a quand même Ether qui reste ton phare, ton étoile du Nord, je suppose? On a officiellement la date du merge, le 22 juin de cette année. Donc, pour moi, il y a très peu de chances, voire aucune chance qu'ils ne respectent pas cette date parce que je la trouve extrêmement conservatrice. Clairement, ils sont capables de le faire en mars-avril. Ils ont fait leur dernier upgrade de pré-test là-dessus qui s'appelait Kintsugi. Cet upgrade-là, en juin, s'appellera Beatrix. Et tout roule depuis longtemps. Ils choisissent le chemin conservateur, pourquoi pas, d'attendre le 22 juin pour faire cet upgrade. Tant mieux, ça nous permet d'avoir des Ethers pas chers encore pendant 6 mois. Parce qu'après, je pense que ça arrêtera d'être pas cher, quoi. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais moi, clairement... C'est de l'amour. C'est de l'amour. Tu vois, j'ai beau être un maximaliste repenti, j'ai encore des traces de mon lavage de cerveau.
Ah non, mais c'est de toute façon, pour moi, quand tu sais pas quoi faire dans la crypto, achète de l'Ether, va, par exemple, tu vois, je veux dire par hasard, comme ça, par sur une erreur. Et normalement, ça c'est le safe. Enfin, rien n'est safe, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut se manger un bouillon, hein. Donc Sauf, ça. sauf Gnosis. Ah, Gnosis non, Safe. non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais elles sont bien, moi je les valide, hein, ça me va. Hein, apparemment, il y a 100 000 personnes qui valident vos blagues, hein, donc c'est plutôt bien. Ah oui, pour voir les dégènes, hein. Je pense que c'est inquiétant, hein. Au contraire. Ok, donc ben ça, de toute façon, je crois que la dernière fois, tu t'es dit, c'était dans les 6 premiers mois. Donc on y est, 22 juin, ils ont pris la branche large. Ouf, Du j'ai la papier. goutte de sueur. La promesse est tenue, mais de On y est, voilà. Donc en avant, hein. Bon, elle veut très toute bien. façon, j'ai promis, j'ai fait un pari avec un Ah, très bon ami d'un restaurant. Si c'est pas sorti avant, je crois que je lui avais dit le 1er août, je lui dois le resto. Donc j'espère qu'ils le resto, tiendront leur c'est-à-dire que tu dois délai. acheter le restaurant ou tu, tout simplement, ou tu te contentes d'un repas. Parce que moi, je Juste sais un plus. repas. Dans cet écosystème, je ne sais plus, hein. Quand on me dit on parie un resto, je dis attends, on n'en prend pas. Ça me fait peur, cette histoire. Je vois, je vois. T'as passé trop de temps à Dubaï, toi, déjà. Ben, écoute, j'en ai Nous, en on train n'a de pas les découvrir. mêmes paris, hein, tu sais. Ouais, ben, non, Nous, non, c'est mais un mon objectif, kebab, c'est de découvrir. un resto. On reste les pieds sur terre. Ok. Et toi, Samy, je sais il y a des technos qui te plaisent, hein, donc tes Euh, tendances 2022. oh, moi, mes tendances pour 2022, alors, il y en a plusieurs. Je les ai détaillées, je crois, dans l'émission de la semaine dernière. Bah, il y a pour moi une opportunité gigantesque pour les Layer 2. La scalabilité, en fait, ou du moins une expérience sur Ethereum de DeFi à coût faible, bah, ça n'arrivera pas cette année. Donc, je pense que toutes ces initiatives là, d'Optimistic Rollup ou de ZK Rollup vont probablement lancer un token sur cette année 2022. Parce que si elles se prétendent, en fait, si elles veulent être à terme décentralisées, permissionless, etc., il est difficile pour elles, je pense, de garantir ça sans avoir de token. Donc, il est évident que toutes ces compagnies qui ont levé plus de 100 millions de dollars vont lancer un token. Hein. Après, ça, c'est juste ma thèse, je peux me planter. Et elles peuvent capturer beaucoup de valeur, des milliards de TVL, certains protocoles. Parmi ces approches de Layer 2 qui sont intéressantes, ben, on a Arbitrum, parce que c'est EVM compatible. Même s'il y a quelques problèmes de stabilité, le séquenceur se fait spammer, bah, je pense que ça peut bien marcher. Ensuite, ils ont fait une mise à jour, la Nitro, qui est censée les rendre plus rapides. On a ZK Sync avec leur ZK EVM, qui n'est pas une vraie ZK EVM. On a Scrolls, qui est aussi à surveiller, qui est tout petit à l'heure actuelle, qui peut aussi Optimism qui a très très bien évolué techniquement ces derniers temps. Ils ont réussi à baisser les coûts, ils ont fait des grosses optimisations techniques et ils en annoncent d'autres à venir. Optimism qui était un peu le mouton noir ou le canard boiteux des Layer 2, bah, ils ont l'air d'avoir repris du poil de la bête. Ouais. Ensuite, il y a justement Optimism, oui, c'est une initiative un peu de bien public venant pas d'Ethereum, mais de contributeurs qui en sont proches. Si je ne me trompe pas, Optimism, c'est très proche Ouais. d'Ethereum. Ensuite, on a Starkware qui propose StarkEx, qui est un SaaS pour l'instant, qui fait de la compression des rollups pour des applications vérifiées au préalable, en l'occurrence Sorare, ImmutableX, etc., qui utilisent cette technologie, DYDX. Il y a beaucoup de settlements. Le vote AV, on a travaillé avec Snapshot qui fait les votes avec seulement signature, donc pas de frais de transaction, et AV et Starkware pour leur produit Starknet, pour en fait, à partir de la V3 d'AV, voter sur AV sur la gouvernance ne coûtera plus de frais de transaction, puisqu'on pourra simplement signer, ce sera sur Starknet, et il y aura un batch de toutes les signatures des utilisateurs qui veulent voter, et le séquenceur viendra le notariser sur la blockchain Ethereum Mainnet. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, bah, ça utilise la technologie de Starkware. Starkware, moi, c'est ceux qui m'impressionnent le plus techniquement. Je l'ai dit régulièrement. Et vraiment, c'est très, très bien ce qu'ils font. Ce sont les plus légitimes, la core team, tous les chercheurs qu'il y a dans Starkware sont des bêtes de compétition qui ont étudié en fait le sujet. Les backgrounds sont juste impressionnants. Il y a beaucoup de founding scientists et de Zcash qui sont allés dans Starkware, notamment Eli Ben Sasson, etc. Si vous voulez en apprendre plus sur cette
technologie-là, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Et là, ils font une évolution de StarkEx vers StarkNet. StarkNet dans sa version finale Constellation, qui est un système permissionless où tout le monde peut déployer ses applications. Et je pense que quand on arrivera à cette phase-là, normalement fin 2022, il y a peut-être des chances que voilà, il y ait des nodes et il y ait une économie en fait pour viabiliser ce réseau et le rendre totalement décentralisé. Mais on peut se tromper. Il peut aussi être décentralisé ou censorship resistant sans token, comme Louis Gutmann avait évoqué le jeudi dernier, un autre scénario possible, mais je doute que celui-ci ne se produise. Ouais. Non, j'y crois pas du tout. Oui. Louis Gutmann, il bosse là-bas, donc il a les pieds et le point liés. Moi, j'ai pas les pieds et le point liés. Il y aura un token cette année. Je suis pas investisseur chez eux, donc je le dis parce que c'est une intuition. C'est pas basé sur des informations que j'aurais dit Insider ou je ne sais quoi. Mais ils auront tous un token et ils auront tous un token cette année, voire dans les 6 prochains mois. Et clairement, il faut arrêter de les écouter quand ils parlent de ça, parce que forcément, ils ne peuvent pas tout dire. Mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. Tu ne peux pas faire complètement décentralisé si tu n'as pas un token à main. C'était ma question. J'avais posé exactement cette question, on m'avait dit que c'était possible. Tu ne peux pas lever 150 millions juste sur d'equity. Au bout d'un moment, tu agaces tout le monde. Bon, allez, on continue. C'est triste, en termes économiquement parlant, ça n'a pas de sens non plus. Je veux dire, ils ont une capacité à lever monumentale. Je pense que c'est une capacité à faire un succès. Ça serait dommage, en fait, d'un point de vue, ne serait-ce que purement business, pour développer un projet, de ne pas utiliser ce levier-là. Après, ce que j'aime bien pour 2022, c'est toutes les solutions de data availability. Donc, Kive Networks, Céramique que j'avais déjà évoqué précédemment. Toutes les blockchains monolithiques, elles n'arrêtent pas de print des blocs, elles deviennent énormes et elles ont besoin parfois d'évoluer ou de dépendre de solutions comme celle-ci pour augmenter leur performance ou de séparer en fait, par exemple, leur module d'exécution, de celui de data availability, du consensus, etc. Et il y a un projet en particulier que j'aime beaucoup en ce moment, dont je suis proche, qui s'appelle Celestia. Et Celestia, ce que j'aime bien, ou anciennement connu sous le nom de Lazy Ledger, c'est une blockchain en fait sur laquelle vous pouvez jeter de la data qui va juste organiser vos transactions, pondre des. En fait, c'est une blockchain qui n'exécute pas. Il n'y a pas d'exécution. Donc vous pouvez bénéficier en fait d'une sécurité venant de Celestia, qui est un réseau de clients, de validateurs, etc. Vous avez juste votre environnement d'exécution qui se plug à Celestia et vous pouvez juste vous concentrer sur construire des applications, etc. Et vous n'avez pas à penser à bootstrapper tout un réseau de validateurs ou à penser à certaines problématiques pour garantir la sécurité de votre réseau. C'est de la sécurité partagée. Alors bien sûr, il y a plein de problématiques qui peuvent découler de ça. Si jamais Celestia est instable, tous les systèmes qui sont connectés en fait en plug and play à Celestia peuvent être éventuellement compromis, mais ils ont pensé à pas mal d'approches pour éviter que ce scénario se produise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut donner de super résultats. La team est monstrueuse. Vous avez Mustapha Al-Bassam qui allait en Zanzon à 16 ans parce qu'il a hacké le gouvernement américain, qui a ensuite fait Chainspace, qui a été la première compagnie rachetée par Facebook dans le thème de la blockchain il y a 3 ans, qui faisait du sharding. Il a fait ça à 23 ans et aujourd'hui, il finit son doctorat en blockchain scaling et je le trouve très convaincant. J'ai fait un podcast avec lui hier que j'essaierai de vous proposer ce week-end. Vous avez John Adler, qui est l'inventeur revendiqué des optimistic rollups, qui a pas mal de trades sur le forum Ethereum à ce sujet-là. Puis vous avez aussi Nick White, cofondateur d'Harmony, et Ismaël Kofi, qui est un des ingénieurs de chez Tendermint parmi les plus proéminents. Donc, superbe team, bonne work ethics, ils ont bien avancé, il y a un DevNet maintenant, et c'est quelque chose de nouveau. Et pour moi, le futur est modulaire, parce que les systèmes monolithiques, à l'image des CPU, c'est pas ce qui permet de scaler le mieux. Aujourd'hui, on peut créer des systèmes en fait qui sont modulaires. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas envisageable, mais là, c'est possible. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Après, je ne vais pas déployer les thèses. On a une vidéo sur aussi une vidéo sur le sujet, mais je ne vais pas après passer 15 ans à faire des thèses. Le guest aujourd'hui, c'est Marc. Et puis après, tout ce qui est interface et agrégateur et multi-chain, je pense que les Layer 3, machin, les Layer 0, 2. Bref, voilà. Moi, j'ai un dernier truc, puisqu'on parle de l'année 2022, donc on n'est pas obligé de parler des tokens qui sont dispo tout de suite. Mais c'est toujours bien d'avoir des trucs sur le radar. Moi, j'ai fait le pari de miser sur les bridges, puisque en fait, c'est devenu une réalité. Il y a de plus en plus de capital qui bouge d'un bridge à l'autre. Moi, en toute transparence, ce dont je m'occupe chez AV, c'est la feature portal, donc qui va aider ces bridges-là à avoir de la liquidité. Et du coup, je travaille avec quasiment tous les bridges.
au quotidien. Et voilà, on me connaît en faisant des blagues sur Twitter, mais en vrai, 90% du temps, je fais autre chose de ma journée. Et cette chose-là, en ce moment, c'est travailler avec ces bridges. Les bridges, leur volume va exploser. On a par exemple Connext qui a dépassé le $1 milliard de volume en cumulé, alors que c'était un truc qui était genre à 40 millions il y a 3 mois de volume, donc ça a vraiment explosé. Celera Network avec le C-Bridge, il y a D-Bridge, il y a Hop Protocol qu'on a cité dans les bridges, super team. Hein. On vous prépare, on travaille avec eux, un profil complet sur des bridges, c'est la semaine prochaine. Ouais. Je confirme, je travaille avec eux, c'est super type. Et il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que les bridges, c'est des pompes, pas des pompes à fric, c'est des imprimantes à fric. Dans le sens où ça dépend de qui on parle. Mais en fait, c'est un métier difficile, puisqu'ils gagnent entre 5 et 10 ppс, c'est-à-dire 0,05% et 0,1% du volume qu'ils font passer, mais sur des milliards. Et moi, je pense qu'on va arriver au cours de l'année 2022 à des milliards de dollars de volume quotidien sur les bridges. Et ben vous faites le calcul, 0,1% de plusieurs milliards par jour, ça fait beaucoup de pognon. Donc à titre personnel, en toute transparence, moi je suis investisseur, c'est Connext, et je travaille beaucoup avec eux, et ça fait longtemps, j'ai bossé sur Xpolinet depuis longtemps, donc les gens doivent s'en douter que j'ai des billes chez eux et que je suis impliqué avec eux. Celera Network, j'aime beaucoup cette équipe, ils travaillent extrêmement bien. Ils ont un token qui existe déjà. Multichain, c'est aujourd'hui le plus gros bridge. Ils ont 5 milliards, je crois, en liquidité quand on compte tout. Tout n'est pas à eux, il y a des routeurs, etc. Mais c'est vraiment une imprimante à pognon. Ils ont déjà un token qui s'appelle le ENI, donc qui existe. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est juste vous donne des pistes à vous de faire vos recherches après. C'est honteux. Hop Protocol, qui sont très très appréciés de l'écosystème et qui sont très spécialisés sur les rapports entre Layer 1 et Layer 2. Ils n'ont pas de token pour l'instant. Ça me semble complètement incohérent qu'il n'y ait pas un token dans les 6 mois. Et ça, c'est parmi... oui, Biconomy, qui sont connus pour d'autres choses, qui ont fait une levée de fonds récemment. Moi, je ne suis pas rentré en tant qu'investisseur, mais ils ont un token qui s'appelle le BICO, BICO. Alors oui, quand on est français, bon, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Pourtant, Amy n'est pas présent. Hein. Oui, là, Amy fait un carnage. Oh, il est sur Amy Swap. Donc, eux, ils sont très, très sérieux techniquement. C'est des spécialistes des métatransactions. Donc, en fait, tu signes et tu payes pas de gaz. C'est eux qui avaient fait les métatransactions, par exemple, sur Avegochi, sur DeFi Network, où on peut faire des échanges même si on n'a pas de Matic. Et ils veulent standardiser ça. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un bridge. Par exemple, tu es sur Avalanche, tu as des AVAX. Tu nous as entendu parler ce soir de Phantom. Tu prends un bridge, la bouche en cœur, pour aller sur Phantom, mais tu n'as pas de FTM sur ton compte, tu es bloqué. Et donc, Biconomy, eux, ils permettent que si tu as un autre token qui a de la valeur sur ton truc, tu peux aller les voir et échanger un petit peu de ton token contre le token natif et tu n'es plus bloqué. Et donc, c'est hyper intéressant. Ils sont vraiment spécialistes. Donc, ces métatransactions, les fameuses EIP 712 et un autre standard qui inclut ça. Et voilà, c'est vraiment une bonne équipe. De quoi ils sont bien. Non, mais je regardais leur roster de backers, là. Il est bien. Ah oui, les VC, ils ont compris que c'était des machines à pognon potentielles. Je peux te dire, dans tous les rounds, ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas eu de problème à lever des fonds. Mais je pense que c'est encore sous-estimé parce que je crois que, en tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne parle pas d'un bridge en particulier, bien malin, celui qui pourra prédire quel bridge va s'imposer par rapport aux autres. Mais clairement, pour moi, c'est au niveau de l'activité économique réelle qui génère réellement des fees, qui rendent un token potentiellement attractif, c'est hyper cool, quoi. Enfin, voilà. Mais il y en a un que j'ai utilisé, c'était Synapse, c'était anciennement Nerve. Alors, Synapse, je les confonds tout le temps avec les gars qui font du KYC, qui sont français et qui sont hyper cool. Ouais, les autres, je les connais pas bien, je dois t'avouer. Les expériences,
Layer 0, qui est une approche intéressante, qui se connecte à plein de blockchains structurellement différentes, hein, Any Layer 1. La particularité de Layer 0, c'est qu'ils utilisent un système d'oracle et de relayeur et qu'on n'a pas en fait une sorte de système off-chain avec des validateurs et un système de lock mint, mint burn, etc., comme on peut avoir sur des bridges ou autres. On a juste une payload, quelque chose qui part, et on n'a pas à dépendre en fait d'un autre réseau de validateurs et de systèmes de séquestre pour que la transaction en fait soit garantie. Donc c'est une approche totalement différente pour faire des swaps interchain. C'est aussi un protocole qui est backé très lourdement. Après, si la FDV de leur dernier round, je ne sais pas si on peut la disclose, mais bon. Après, je ne sais pas s'il va avoir un upside quand le token va se lancer. En tout cas, le protocole a été audité à plusieurs reprises. Il est déjà prêt et il devrait sûrement être lancé dans les 3 prochains mois maximum. Et voilà, c'est une autre approche en fait. Cette thématique des bridges et du monde cross-chain est hyper intéressante, Marc, parce que donc, clairement, pour moi, c'est l'un des meilleurs investissements. Alors, bien sûr, la vraie difficulté là-dedans, et c'est pour ça que c'est à vous de faire vos recherches, c'est que pour moi, il n'y aura pas encore 12 bridges en 2023. C'est-à-dire qu'ils vont se faire la guerre, mais que c'est du winner take all. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas envie de prendre 50 bridges différents. Et à un moment, il y en a 1, 2, 3 qui vont s'imposer et les autres, ils iront au tapis. Et c'est comme ça, c'est normal, hein, c'est ultra compétitif. Il n'y a pas d'intérêt à faire de la race to zero sur les filles non plus, parce qu'il y a quand même de l'infrastructure à gérer, etc. Mais c'est vraiment ceux qui survivront, pour moi, auront de très grosses valuations qui seront méritées. Oui, et puis c'est suboptimal en fait, c'est d'avoir plusieurs bridges, la liquidité fragmentée. À la fin de l'histoire, tout va finir sur quelques bridges, comme tu le dis, probablement 2, 3. Et après, il y en a qui sont plus spécifiques, plus faciles à implémenter, intégrer sur certaines chaînes, par exemple. Sur l'écosystème Cosmos, toutes les blockchains qui utilisent Cosmos SDK, voire juste par logique de faction, vont essayer d'utiliser l'initiative en fait de swap interchain ou cross-chain disponible, voilà, conçue par quelqu'un qui vient de la communauté Cosmos. Il y a un peu de tribalisme après qui peut peut-être alimenter l'existence de certains bridges sur le long terme parce que c'est comme ça. Alors que c'est pas nécessairement le truc le plus efficace, mais c'est intéressant de voir ce qui va se passer. En tout cas, super axe de réflexion. Pour peut-être se faire... Moi, l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'une dApp pourrait être plus valorisée qu'une blockchain, tu vois, parce qu'il y a des dApp qui vont être cross-chain, en fait. Ça va être... Moi, ça me semble tout à fait cohérent. Ouais, que c'est des dApp qui... rigolo quand même de voir des dApp plus valorisées que des blockchains. Enfin, blockchain non, c'est... Pour moi, ça ne pas plus... À un moment, il y a eu... Je m'en rappelle. Mais tu sais, moi, j'ai fait la réflexion récemment. Le seul crime de Tron, c'était d'avoir fait du copier-coller trop tôt, en fait. Parce que tout le monde déteste Tron dans l'écosystème et Justinson a une très mauvaise réputation. Mais en fait, Justinson, il fait exactement la même chose que tout le monde fait maintenant, quoi. C'est juste qu'il l'a fait 2 ans avant tout le monde ou 3 ans avant tout le monde. Mais en vrai, c'est dans le monde technologique, avoir la bonne idée trop tôt, c'est rarement bon. Je ne suis pas en train de vous faire une réhabilitation du pauvre Justinson. Il mérite une partie de sa réputation au moins. Mais clairement, je trouve que ce qui était un crime il y a 3 ans l'est plus vraiment aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bon signe. Après, je vais pas faire mon gamer. Dans les grandes valeurs, on préconise toujours, tu vois, la décentralisation. Et ok, la décentralisation, c'est la résistance à la censure, c'est une prérogative de sécurité très importante. Mais il y a d'autres valeurs aussi qui sont au moins aussi importantes. Par exemple, c'est la fonctionnalité. Est-ce que c'est fonctionnel ou pas? Est-ce que ça permet de l'adoption? L'adoption, pour moi, est une métrique aussi importante que la décentralisation. Tu vois, un truc très décentralisé, très sécurisé, mais inutilisable et sans personne, tu vois, c'est une autre... voilà, donc il y en a qui font des choix différents. Moi, je suis pour, en fait, je m'en fous, le nombre d'initiatives, tu vois, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. La problématique, aujourd'hui, c'est de passer de 200 millions de wallets à 2 milliards de wallets. Parce qu'aujourd'hui, on est encore trop petit et on peut se faire éteindre, disparaître, en fait... on peut être, en fait, éteint par un excès de régulation, de la pression, ou du moins, on peut vraiment être arrêté pendant un long moment. Je pense qu'après, les technologies autour de la crypto sont... Enfin bref, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut absolument passer à 2 milliards d'utilisateurs pour devenir too big to fail. Alors, s'il faut le faire par le biais de chaînes qui sont semi-propriétaires ou par des proof of authority ou j'en sais rien, ou des applications, faisons-le, parce qu'au bout d'un moment, il y aura toujours, en fait, cet arbitrage, ce rééquilibrage, en fait,
les users, une fois ils seront familiers avec les outils de DeFi, etc., ils auront sur des blockchains qui leur offrent des garanties de sécurité plus importantes. Mais le plus important, c'est d'onboarder un max de gens. Moi, j'ai des péchés à confesser. Oui. Avec Tron, par exemple. Dans une de mes plus belles expériences de gambling décentralisé, c'était avec Tron, avec son fameux Tron Link, où j'avais pu faire du poker, je veux dire, sans, comment ça s'appelle, non custodial, sans KYC non custodial, ce qui n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu veux t'inscrire sur un site de poker en ligne, tu donnes ton identité, enfin, c'est l'enfer. Et les solutions avec Ethereum n'existaient pas. Et il y avait une version qui était évidemment un petit peu shitty, c'est-à-dire que je n'avais pas mis des grosses sommes, mais j'avais eu une expérience de poker non KYC, non custodian avec Tron. Voilà. Bon, depuis, je ne suis plus dessus, mais c'était. En fait, on s'en fout. Tant qu'il existe des alternatives avec plus de coûts pour avoir une expérience DeFi, censorship, avec des meilleures garanties de sécurité, c'est très bien, tant qu'il y a le choix. Mais il faut absolument qu'il y ait des gens qui se familiarisent avec la DeFi, qui interagissent avec des blockchains, qu'elles soient semi-centralisées ou pas. Tous les coûts sont permis pour augmenter le nombre d'utilisateurs. On s'en fout en fait de la vertu des blockchains, tant qu'on a des motifs pour apporter d'autres communautés, d'autres gens, d'autres services, d'autres entreprises. Il faut apporter de la valeur, il faut apporter des utilisateurs. Donc, tous les coûts sont permis. Après, on discutera. Une fois qu'il y aura des milliards de gens, en fait… Après, il y a des purges. Après, il y a des, oui, il y a des purges. Le marché est là souvent pour calmer un petit peu et ramener les gens sur les fondamentaux de toute façon. Moi, je suis complètement d'accord avec vous deux. Il faut avoir une certaine humilité. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, surtout. Je vais faire un peu mon discours de maximaliste reporting, mais je l'ai fait la dernière fois, donc on va faire court. Et il y a vraiment, l'important, c'est d'avoir le choix. Et là, je cite Sam là-dessus. C'est le plus important. Je réagis un peu au chat. Je vois ça crache un peu sur CM. Allez vous faire… Alors, les amis, je vous explique. L'écosystème français, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une diversité, on a différents acteurs, donc il y a différents niveaux d'émission. Là, peut-être qu'on a des discussions qui sont un petit peu plus dans le fond des choses que ce qu'on a le lundi chez CM régulièrement, mais il n'y a pas mieux ou moins bien, en fait, c'est juste de la diversité, vous avez le choix, et les commentaires un peu négatifs… je ne vais pas insulter parce que je suis invité ici, mais chez CM, je vous aurais insulté vos génitrices. Voilà. Ouais, non, s'il vous plaît, bon, le chat. De la tendresse. Et puis, on est une communauté, on a la chance en France, on s'entend plutôt bien entre nous. Il y a toujours des exceptions, hein, mais on s'entend plutôt bien. Ça ne sert à rien de faire les langues de pute, les amis. Ouais, clairement. Alors, écoute, nous, on a pas mal. Donc, bon, moi, j'ai adoré. Pour l'instant, j'ai eu plein d'alpha. Tu m'as donné du travail, en fait, Marc. Donc, c'est sympa de venir. Mais derrière, moi, je vais devoir bosser. Donc, mais c'est quand même cool, ça j'adore. Moi, je fais des devoirs, hein, tu sais. C'est la tradition. Mais disons que si on veut avoir une espérance de gain positif, il vaut mieux bosser. Parce que ce que les gens ignorent, c'est si tu veux gagner de l'argent avec de l'argent, la règle, c'est qu'il faut y passer du temps, malheureusement. Et donc, c'est le seul moyen. Mais. Donc là, c'était philosophique, c'était les projections. On a besoin d'une petite démo. Donc, je pense que ça a été réclamé. Il y avait des boucles infernales, soit avec du stablecoin, soit avec les protocoles qui te plaisent. Mais est-ce que tu as une petite boucle de défi avec du yield, un petit truc qui t'excite en ce moment, quelque chose qui soit aussi où tu puisses faire la démonstration, tu as un petit partage d'écran, quelque chose de sympa. Du grain à moudre. Du coin à moudre. Je prépare le truc. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un truc parce que je vous avais… En fait, celle que je vous ai montrée la dernière fois, elle fonctionne toujours très bien. Donc, je vais aller la vérifier. Donc, sur StakeDAO, vous irez voir le replay. Hein, il est disponible, blablabla. Elle fonctionne, elle rapporte forcément un petit peu moins, mais ça, je vous avais prévenu. Mais là, si je la vérifie… Aujourd'hui, elle est encore à 26,27%, ce qui est extrêmement honorable. C'est magnifique. Hein. Voilà, le livret A est à 1%. Il y a eu une augmentation récemment, je tiens à le préciser, je crois qu'on l'avait déjà dit. Mais voilà. Au lieu d'avoir un demi-siècle de livret A, vous n'en avez plus que 25, plus que 25 années de livret A. Et c'est bien parce que ça fait partie des stratégies qui sont qualitatives, puisqu'elles te produisent un rendement qui est beau, entre guillemets, enfin c'est 27%, forcément il y aura mieux, mais pas avec les mêmes risques. Là, on est quand même dans le spectre du risque, il y a du risque, ça très clairement, je continue à le dire, mais on est dans les trucs un petit peu moins degen, et ça dure depuis plus d'un mois maintenant.
On avait du très 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 haut rendement au début, maintenant ça se calme, mais c'est stable au-dessus des 25%. Est-ce que ça durera toujours? On est plus proche de la fin que du début, hein, ça je vous le dis les amis, mais aujourd'hui elle est encore valable. Qu'est-ce que tu estimerais être un rendement sur stablecoin de long terme? C'est-à-dire qu'à terme, toi, qu'est-ce que tu penses être naturel? Parce que dans les rendements, souvent, il y a quand même l'effet inflation. C'est-à-dire qu'il y a une crypto-monnaie qui est créée et qui est absorbée par le marché et qui est un peu un rendement, on va dire, qui est un peu un rendement surfait. Parce que le rendement naturel, pour moi, c'est le rendement sur les frais et sur le volume. Celui-là, il est naturel. Le rendement d'inflation, il peut être plus, disons, plus peut-être momentané. Qu'est-ce que tu veux pouvoir tenir, toi? En fait, le marché répond à cette question. C'est-à-dire que le rendement naturel qui vient d'une activité économique et on retire le liquidity mining, aujourd'hui, historiquement, dans le marché des cryptos, il se situe entre 4 et 12%, ce qui est en fait vachement bien. Oui. Par rapport à la finance traditionnelle, c'est génial. Enfin, en vrai, c'est très dur d'avoir entre 4 et 12% dans la finance traditionnelle avec des risques qui sont très faibles. Là, je me parle de la tranche avec un petit peu de moins de risques. Bien sûr, il y en a, mais on est dans des trucs qui sont raisonnables. Et je pense que sur le long terme, on arrivera à sortir encore de la DeFi, et là je parle d'à 3 ans, à 5 ans, et voire à 10 ans, ce qui est du long terme dans la DeFi. 3 ans, 5 ans dans la DeFi, c'est du très long terme. On arrivera à sortir sans trop de problème du 4 à 12%. Alors, pourquoi ça monte? En fait, quand les marchés montent, généralement, les gens sont très heureux d'aller payer de la liquidité pour aller faire leurs emplettes sur les marchés et essayer de battre le taux d'intérêt. Et c'est là où, généralement, on va être dans ce range de 8 à 12% que les gens sont prêts à payer sans problème. Et voilà. Là, on est dans un marché qui est un petit peu plus calme depuis quelques mois. Je pense que les gens l'ont remarqué. Et du coup, là, on est plus dans les planchers. Donc, ce range entre 3,5 et 5,5-6%. Là, on est clairement là-dedans. Et après, on peut aller trouver en ce moment, on ne s'en rend pas compte qu'on est dans ce 3,5 à 5,5 parce que on arrive à sortir des 27, on arrive à sortir des 20. On parlait beaucoup dans le chat de encore protocole. Pour moi, on arrive vraiment à la fin de Terra Luna. Terra Luna, ils ont fait un beau cycle, mais je pense que on est plus proche de la fin que du début, à titre personnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais à titre personnel, tu sais, c'est un système qui te paye 20% en stablecoin. Donc, pour s'auto-entretenir, tu as besoin de nouveaux entrants. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un Ponzi, c'est une bonne équipe derrière, mais il y a des boucles de rétroaction le jour où ça se calme sur les taux qui peut faire un petit peu mal là-dessus. Et il est où mon verre, les gars? Mais il est virtuel. Là, ça se fait plaisir. Il y a une bonne bouteille qui s'est ouverte. Et moi, je suis là, mon verre d'eau vide. Bravo, quoi. Tu as tenu des mots doux. Je pense que lui, ça l'émeut. Music to my ears. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends dans cette émission. Je passe un très bon moment. Voilà, je tenais à vous le préciser. Donc, je vais te servir quelque chose, Marc. Voilà. Tiens, c'est pour toi. Un petit verre virtuel. Alors, un NFT, tu pourrais mais j'en ai de la chance. Merci. je le prends. Donc, ça, c'est un peu les trucs long terme. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le truc que je construis en ce moment. Donc, ça ne va pas être stratégie qui peut s'appliquer tout de suite, même si des parties sont déjà live. Mais c'est une stratégie que je suis en train de créer avec plusieurs gars. J'ai rejoint une nouvelle équipe. Donc, je travaille toujours chez AV, mais je fais partie d'un nouveau protocole qui s'appelle Gotchi Vault. Voilà, je me suis chardé. Alors, j'ai une application qui est très faible dans ce nouveau protocole parce que j'ai pas non plus, j'ai pas 50 000 temps full-time à attribuer. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais vous partager mon écran. Si c'est possible, si on y arrive. Oui, c'est certainement possible. Tac, partager. Donc là, on est dans le futur. C'est du yield du futur. On est dans le futur. On est dans un truc qui n'existe même pas aujourd'hui. Est-ce que moi, en tant que programme, je vais pouvoir suivre cette méthode? Oui, bien sûr. Ce sera accessible à tout le monde. Et ça a été pensé pour les gens qui font du Gotchi. Attendez, je remonte puisque je vous l'avais donné en avant-première, mes fameux frais de charge. Et c'est un petit peu la tradition quand je viens au journal du coin. Je vous montre ce truc-là, ça vous fait peur parfois.
mais après, je vous explique comment ça fonctionne. Ah, tu montres ton tableau Oui, là, vous le voyez ou pas? Non, je ne le vois pas encore. Il y a Samy qui va… Ah, voilà, là, le monstre est là. Voilà. Au début, ça fait peur quand c'est comme ça. Et après, quand je vous l'explique, au final, on a passé un bon moment. Je pense que la dernière fois, on avait passé un bon moment. Et il n'y a pas de raison que… Surtout que celui-là est plus simple à faire. Donc, ça se base sur l'écosystème Aavegotchi. Donc, Aavegotchi, c'est de la GameFi. Donc, c'est un jeu qui est basé sur Aave, mais c'est une équipe indépendante. Jeu en NFT. Je peux vous le montrer. Je pense que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est ces fameux petits ghosts. Laissez-moi, hop. Alors, j'utilise le wallet Frame. Donc, j'en fais la pub à chaque fois. N'utilisez plus MetaMask. Ne soyez pas des crypto-boomers. Donc là, j'ai plus de Gotchi parce que je les ai déposés quelque part. Mais voilà, dans le jeu, il y a des Aavegotchi qui ont des statistiques, qui ont un score de rareté plus ou moins. On peut les acheter, on peut les pet, leur donner du score. Donc, Marc, étape 0, c'est acquérir un NFT? C'est quoi étape 0? Non, pas du tout. Si vous en avez rien à foutre du jeu et que vous voulez juste vous faire du pognon, vous pouvez faire cette stratégie aussi. Merci. C'est ça. Il y a toujours des brutes. Il y a toujours des brutes. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la monnaie du jeu, c'est le fameux Ghost. Le Ghost, c'est un pseudo stablecoin, dans le sens où en fait, il y a une bonding curve. Une bonding curve, c'est un mot. Attendez, hop, get Ghost. C'est un mot qui est un peu barbare, mais qui veut dire qu'il y a une fonction qui va définir le prix selon l'offre et la demande. Et ça va surtout stabiliser le prix de l'actif, qui fait que le Ghost, ça monte ou ça descend relativement lentement. Donc, c'est pas un actif qui va perdre 50% du jour au lendemain. Par contre, il est quand même volatile dans le sens où ça peut monter et ça peut descendre. Ça, faites bien attention à vous. Excusez-moi, je zoome sur mon écran. Généralement, on me dit que on ne voit pas assez bien. Donc voilà, ça s'achète sur Kraken, ça s'achète sur Binance. Je ne vous en fais pas la pub en particulier, mais c'est disponible partout. Ça s'achète bien sûr sur Polygon, ça s'achète sur Ethereum. Si vous voulez le faire de manière décentralisée, c'est toujours mieux d'aller l'acheter directement sur Polygon. La liquidité, elle est bien. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce qu'on va utiliser dans notre stratégie, puisqu'au début, on commence avec du Ghost. Génial. Alors, ce Ghost, aujourd'hui, on peut faire ça. Et encore pas vraiment. Tout le reste, c'est des choses qui vont être créées au fur et à mesure. C'est pour ça le pré-alpha. C'est pour ça que c'est un pré-alpha, parce que cette partie-là nécessite que le Ghost soit ajouté sur Aave. Il y a déjà eu un vote qui a eu lieu, le vote a dit oui, mais comme on est sur Polygon, il y a quelques petits détails techniques pour faire l'implémentation. Donc ça arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines. Plus prochains jours que prochaines semaines d'ailleurs. Donc ça, c'est un alpha. Enfin, c'est un alpha qui est disponible à tous ceux qui lisent le forum de gouvernance Aave et qui suivent un petit peu ce qui se passe chez Aave. Mais c'est-à-dire qui regardent les votes, etc. C'est-à-dire quasiment personne dans cet écosystème. Donc en gros, voilà, c'est personne à part vous est au courant que... peu de gens à part vous est au courant que Ghost va aller sur Aave Polygon en tant que collatéral. Donc cette partie-là n'est pas encore disponible. Et cette partie-là, elle arrive dans le sens où il y a un nouveau protocole qui s'est lancé, qui s'appelle Gotchi Vault. Gotchi Vault. Et Gotchi Vault, en fait, c'est du yield farming avec et vos Gotchi, si vous en avez, ou vos Ghosts. Donc si vous avez des Gotchi, ça marche. Mais si vous avez des Ghosts, ça fonctionne aussi. Et c'est un Vault. Donc c'est vraiment dans le sens yield farming. Hop, je vais revenir en arrière pour que ce soit plus simple. Je zoome aussi. Parce que tu vas tuer ma vie sociale. Je vais devoir y passer des heures sur ça. C'est fascinant. Eh ben, ce qui est bien avec Gotchi Vault, c'est qu'il joue à ta place. C'est-à-dire que tu peux déposer tes Ghosts et des Gotchi, il va jouer à ta place, il va tout faire, il va voter, il va s'occuper de tes Gotchi et il va faire gagner de l'argent avec tes Gotchi, voire louer des Gotchi à d'autres acteurs. Et toi, tu vas juste gagner des thunes. Voilà. Bon. Ou en perdre, mais avec toujours. Tu peux ne pas en gagner, tu ne peux pas en perdre.
Oh, attends, ça c'est nouveau ça. Moi, tu sais que j'ai un don quand même pour ça. Alors, mais je là, je fais une précision parce que c'est très important, il faut que les gens comprennent bien. Tu peux perdre des sous puisque ton Ghost peut valoir moins qu'avant en dollars. Mais tu ne peux pas perdre de Ghost. Voilà, ça c'est très important. D'accord, mais celle-là, je la connais. Mais sauf si non, mais elle est importante parce que tu vois, je dis, tu peux ne pas en gagner, tu peux pas en perdre. Si avec Gotchi, ça prend pas, qu'il n'y a pas de joueur et que ça fait moins 80%, j'ai des gens qui vont venir en DM et dire prends l'argent, arnaqueur, etc. Oui, non, mais tu fais bien préciser. Je marche sur des œufs. Il y a toujours des gens qui t'en voudront parce qu'ils n'auront pas compris et ils t'en voudront. Donc là, actuellement, déposer du Ghost chez eux, ça rapporte 46%, qui est payé en Ghost. Donc, vous arrivez dans ce token Ghost et vous êtes payé en token Ghost. Restez jusqu'à la fin sur ce truc-là parce qu'il y a des détails qui sont importants à comprendre. On peut déposer directement du Ghost ou des Avegotchi qui seront déposés. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Parce que je ne suis pas sur la bonne adresse. Oui, je suis sur le mainnet là. Je vais me mettre sur un polygone, comme ça on va voir. Hop. Et vous pouvez mettre aussi des Gotchi si vous en avez. Et du coup, automatiquement, ils s'en occupent, ils les font travailler, ils leur font gagner de l'expérience, etc. Et il y a un token qui s'appelle le VLT token. C'est un token de gouvernance qui n'a aucune valeur. Et objectivement, aujourd'hui, il n'a aucune valeur, dans le sens où le airdrop a commencé aujourd'hui. Si vous avez des Avegotchi ou si vous avez des portails, vous pouvez claimer un VLT token par Avegotchi. Si vous n'avez pas d'Avegotchi, toutes les semaines, les gens qui ont déposé dans le Vault recevront une partie du supply du VLT token. Il y a même 250 000 tokens qui seront distribués équitablement entre les gens qui ont des Gotchi et les gens qui ont du Ghost dans le Vault. C'est un fair launch. Donc, moi, je fais partie de la team Gotchi Vault. On a 0% du supply qui est réservé à la team. Et on n'a pas de VC, pas de funding, pas d'investissement extérieur et pas de budget. C'est-à-dire, on a fait ça sur notre temps libre pour rigoler, parce que c'est un service qui est plutôt sympa. Mais en gros, il y a zéro financement. Et là, on est sur de la défi, entre guillemets, pure, puisqu'on n'a pas du tout de contrôle sur le protocole au final. Cependant, il y a des fees, puisqu'il y a un service qui est rendu, c'est-à-dire il y a du code, il y a des frais, puisqu'il y a du code qui a été écrit, etc. Donc, ça coûte, si vous voulez déposer des Gotchi pour que le protocole s'en occupe, vous payez un Ghost. Un Ghost, c'est 2,15 $ actuellement, pour jusqu'à 10 Gotchi. Et après, si vous en déposez plus, vous payerez un Ghost, etc. À partir de la semaine prochaine, ça monte, ce prix-là monte à 10 Ghost. Donc, ce sera un petit peu plus cher. Ce sera 20 et quelques dollars. Et vos Ghosts, vous chopez toutes vos fees, mais il y a des frais de withdraw, un peu comme chez Bifi, etc., qui sont de 0,5%. Donc là, actuellement, le Volt rapporte, pardon, je reviens sur la page principale, le Volt rapporte 40 et quelques pourcents. Donc ça veut dire que 0,5%, un petit peu plus que la première semaine, vous travaillez pour le Volt et après vous travaillez pour vous-même. Donc faites bien attention à vous là-dessus. Marc, le présupposé en fait de cette stratégie, c'est d'être bullish sur Ghost. C'est ça le présupposé quand même. Ou alors que ce soit stable au moins, quoi. Voilà, ou même légèrement perdant, mais bon, pas trop, quoi. En fait, si on a un présupposé positif ou neutre sur Ghost, c'est ça l'inconnu, en fait, elle est là. La principale inconnue, elle est là. Après, le reste est très intéressant. C'est-à-dire que c'est comment rentabiliser au mieux. Et évidemment, le scénario qu'on souhaite tous positif, c'est si Ghost augmente, là, derrière, c'est... vous avez plus de Ghost à la fin. Donc, vous profitez d'autant plus de l'augmentation. Et ça joue au jeu à votre place, entre guillemets. Jouer au jeu, en fait, c'est rentable, puisque, en fait, il y a un staking de Ghost qui existe, qui vous permet d'avoir des friends. Ces friends, c'est la monnaie du jeu qui n'est pas un token qui a une valeur monétaire. Mais, en fait, ces friends, je ne vais pas vous faire une présentation complète d'Avegotchi parce que c'est long, c'est hyper complet comme jeu. Vous pouvez acheter des tickets pour participer à des loteries du jeu pour obtenir des objets spéciaux du jeu.
que vous pourrez ensuite équiper. Je vais vous montrer dans le bazar là certains objets, des objets que vous pouvez ensuite équiper sur votre Gucci qui vont lui donner des statistiques. Et en fait, il n'y a que ces loteries pour obtenir certaines collections qui sont très prisées des joueurs. Et du coup, ce que fait le Vault, c'est qu'il va staker vos ghosts, créer des tickets, puisque vous allez avoir cette monnaie du jeu, et les revendre sur le marché aux gens qui veulent absolument avoir des items du jeu et participer aux loteries. Le marché est extrêmement liquide, hein, si on regarde l'activité, il y a très très souvent des ventes là-dessus, et ça se vend plutôt bien. Comme Pascal Boyard. Comme Pascal Boyard. Salut, moi j'aime beaucoup Pascal Boyard. En ce moment, on salue. Voilà, avec la collection Satoshi. Désolé. Donc ça c'est le premier truc que fait le Vault. Le Vault aussi s'occupe de vos Aves-Gotchi, puisque en fait 2 fois par jour vous pouvez interagir avec votre Gotchi et lui monter un score qui en fait lui permet 1 fois par trimestre, il y a ce qu'on appelle les rarity farming, et où le score de votre Gotchi, sa rareté et le fait de s'en occuper et son expérience qui est gagnée dans le jeu vous rapporte des récompenses. Donc, je vais vous montrer par exemple mes Gotchi. Mes Gotchi qui sont là. Oui, ceux-là m'appartiennent. Là, je vais calculer les récompenses par rapport à ce qui s'est passé il y a 1 mois. En fait, c'est chaque trimestre, les rarity farming. Et on voit que ceux-là, ils ont rapporté. Alors, ça charge parce qu'il y en a 21, donc ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai gagné, je crois, avec ceux-là, j'ai gagné 4000 ghosts. Donc, ça fait $8000. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça les rend sympathiques. Hein. Ça les rend sympathiques, ouais. Donc, c'est un play to earn. Le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu sort à la fin du 2e trimestre de cette année. Donc, il y a un 2e stress test. Il y a eu un stress test le mois dernier qui s'est très, très bien passé. Il y en a un 2e qui est prévu ce mois-ci. Et le jeu complet, entre guillemets. Enfin, est-ce qu'un hack, c'est un stress test? Oui. Oui, c'est un énorme stress test même, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de problème chez eux. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le Vault. Ça, c'est cette partie-là du truc. Donc, 40%, ça a un petit peu augmenté parce qu'en ce moment, les gens achètent et vendent des tickets. Et en fait, on a pris contact avec l'équipe de MyFinance, donc Shidao, que je recommande fortement à inviter, puisque Benjamin de leur équipe est francophone. Il n'est pas français, mais il est francophone. Donc, n'hésitez pas à l'inviter. Il est plutôt intéressant comme mec. Ouais, on est open. Et en fait, quand on est sur MyFinance, je peux vous montrer là-dessus. Bien sûr. Hop. En plus, si tu le fais avant cette nuit, tu seras peut-être éligible à l'airdrop dont tu parlais en début d'émission. Voilà. Et par exemple, là, quand on a du Ghost, ça rapporte quand même d'emprunter chez eux, donc mettre son Ghost en collatéral, ça rapporte 57%, qui est payé chaque semaine directement en key token. Et donc, c'est plutôt intéressant comme truc. Et on a discuté avec l'équipe. C'est pas encore 100% confirmé, mais c'est vraiment l'idée. C'est qu'on puisse mettre ces tokens. Donc, une fois qu'on dépose dans le Vault de Gotchi Vault, on obtient du V-Ghost, donc du token de Vault. La méthode Curve. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir du Ghost en collatéral, on pourra avoir du V-Ghost. Et le V-Ghost, il rapporte déjà lui-même 40%, donc ce qui est plutôt sympa, et en ce moment un petit peu plus. Et en plus, si on arrive à choper les 57%, 40 plus 57, on est proche des 3 chiffres. On est proche des 3 chiffres. Voilà, on est proche des 3 chiffres. Et pour les gens qui font comme moi, c'est-à-dire qui stake leur key, eh bien, tu as des rewards chaque semaine qui arrivent. Et ces rewards... c'est la récompense. C'est ce que tu touches en récompense. Voilà. Dans la boucle. Okay. Exactement. Et c'est comme CRV en fait. Et en ce moment, quand tu stakes tes keys, tu chopes 116%. Donc là, on était presque à 100% et on a 116 en plus. Alors ça, il faut staker. C'est une part marginale sur les revenus. Sur les revenus, ouais. Oui. Non, sur ce que tu stakes. C'est-à-dire que si là, il y a la moitié. Ce que je veux dire, c'est que tu les as obtenus à la base en récompense de tes premières étapes.
Exactement, oui, bien Tu ne vas sûr. pas acheter. Enfin, tu pourrais les acheter. Enfin, moi, je les achète parce que je fais le pari de Chidao, personnellement. Mais tu peux juste staker ou revendre, tu vois. C'est à toi de décider où est-ce que tu arrêtes ta boucle. Tu vois, si tu arrêtes ta boucle là, tu peux racheter éventuellement du Ghost et puis faire tourner ta boucle juste sur cette partie-là. Et donc, ça continue et ça tourne tout seul. Et puis, et dès que tu as du Ki, en fait, tu le revends contre du stablecoin ou ce que tu veux et t'en profites. C'est un test de QI. Oui, mais là, attention, non, celle-là, je suis. Bon, si, allez. Marc, de toute façon, ça dépend, encore une fois, ça dépend de tes présupposés. Donc, c'est-à-dire que si tu es bullish uniquement Ghost et que Ki, finalement, si tu n'en as rien à faire, tu le dumps. Si tu es bullish sur les deux écosystèmes, tu fais ta seconde boucle, tu prends la rocade. Exactement. Donc, voilà. Et même, tu vois, cette partie-là, si tu t'en fous du Ghost, si tu penses que ce sera suffisamment stable pour que les presque 100% que ça te paye, ça suffise, et ben en fait, ce MAI, tu peux le balancer directement, tu l'échanges contre de l'USDC, ça va sur crypto.com, et puis ça retourne dans l'économie réelle, entre guillemets, tu vois. Et là, tu fais que de la PR, tu fais pas de la PY. De l'APY, exactement. Donc ça, c'est à chacun de décider. Mais cette boucle-là, ça va être ma boucle principale. Je pense que d'ici 2 semaines, on aura tous les éléments qui seront en place, c'est-à-dire le Ghost sur AV et le fameux Cam Ghost qui est sur MyFinance. Et du coup, elle sera... Tu vois, c'est du pré-alpha, mais il y a de très grandes chances qu'elle soit opérationnelle dans pas longtemps. Donc si vous n'avez rien compris, il y a le replay. Si Aavegotchi ne vous intéresse pas et si vous pensez que Aavegotchi ne va pas fonctionner à l'avenir, que vous pensez que la GameFi c'est stupide, etc., et vous avez le droit, je ne vous conseille pas cette boucle parce que ça mise sur le fait que le Ghost sera au moins stable. Moi, je mise, personnellement, je pense que Aavegotchi ça va exploser. Personnellement, je pense que Chidao ça va exploser. Et du coup, j'y vais à donf, entre guillemets. De toute façon, pour ceux qui veulent en fait moins de risques et rester du stablecoin, il y avait ta stratégie de la dernière fois, qui, elle, n'avait pas des présupposés par rapport à des coins. Là, c'est du yield sur de la crypto. Donc forcément, ça suppose, on n'est pas sur du stablecoin, on est sur de la crypto. Donc ça suppose quand même d'être exposé à la crypto initialement. Ce que toi, tu souhaites, évidemment. C'est-à-dire que c'est là que ça devient sympa quand on est bully. Moi, je valide la blague dans le chat. Trop compliqué, ça donne envie de quitter. Oui, mais non, mais je valide. C'est parce que on a mis un niveau ce soir, donc mais c'est là qu'il y a du rendement, les enfants. C'est justement parce qu'il y a du décrochage au fond de la classe que, je veux dire, ceux qui vont s'accrocher auront peut-être du rendement ou vont se casser les dents, ce qui permettra à tout le monde de rigoler. Et puis voilà. Ouais, moi je mise toujours sur le fait que on est 860 ce soir et je mise toujours, c'est pour ça que je partage de bon cœur mes stratégies parce qu'il n'y en a que 40 qui feront leur devoir et qui gagneront des sous avec et si on était 860 à les appliquer, ça rapporterait moins. On ça ira encore, hein, parce que tu vois, on est 860, mais je pense que si tu regardes les nombres d'utilisateurs des places de marché, c'est des millions. Donc, dans tous les cas, même s'il y a 860 bons élèves... 40 sur 860, c'est moins qu'en PACES. Voilà. Bon, après, à vous de faire vos choix. Il y a toujours des risques. Moi, ça va être ma stratégie principale qui va commencer dans 1 à 2 semaines, une fois que tout sera mis en place, et qui va rapporter, je pense, un bon rendement. Pour être complètement transparent, je fais partie de l'équipe de Gotchi Vault. J'ai participé à l'élaboration de cette stratégie qui est un peu dans le truc de Gotchi Vault avec l'équipe sur la partie de rendement, sur les stratégies de comment on va gagner des sous à l'intérieur du Vault. C'est très important que vous preniez de la distance là-dessus et que vous fassiez vos propres recherches. Je ne suis pas là pour vous vendre un token ou un autre. Et bien voilà, on passe au plus intéressant de la soirée, n'est-ce pas? Le Iranao. Voilà, moi je voulais ton avis, ton avis de DeFi enthousiaste sur cette sensation de la semaine. T'es fier de toi là, de ton arrivée moi je suis pas. Je réponds juste sur le sujet précédent à une question du chat. Et après on déconne autant qu'on veut. On nous demande est-ce qu'il sera possible de déposer des lands, donc en fait des parcelles dans le métaverse d'Aavegotchi dans le Vault. La réponse est oui, à partir du moment où on peut les louer pour des gens qui viennent farmer les ressources à l'intérieur, puisque actuellement on ne peut pas gagner de l'argent avec les parcelles.
du métaverse, donc ça ne sert à rien de les déposer parce qu'on ne pourra pas vous faire gagner de l'argent avec. Mais dès que cette possibilité est activée, et normalement c'est à la fin du premier trimestre de cette année, oui, on pourra déposer des parcelles dedans et on se fera un plaisir de vous faire gagner des sous avec. Bon. C'est dur de se concentrer. Il y a Samy qui est en train de nous troller avec son NFT fétiche. Moi j'en ai acheté. Oui, c'était un bon coup. Déjà parce que je suis le roi des simps, pour commencer, et de deux. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte de provenance pour ce NFT. Je l'avais vu à 0,5 Ether, 0,7 Ether, et je me suis dit, attends, un JPEG de cette dame avec une supply de 1000 personnes, je collectionne aussi les X-copies. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a 1000 units de ce truc-là, elle a une reach de plusieurs millions d'impressions par jour, elle construit sur le layer 2 le plus hype, là, son so-call. Elle a plein de gens comme Arthur Chiang, Novogratz qui simp avec elle. Elle n'a rien activé. 1500 $, sur 1000 units pour une personne qui peut avoir autant de force de frappe et qui lance un nouveau mouvement. C'est son numéro en bas. Son indicatif téléphonique, mais ça donnerait quelque chose comme l'Ukraine ou l'Arménie, tu vois. Je sais pas, non, c'est 0,3. Moi, je tiens à rappeler que vous achetez du vent. Hein. C'est-à-dire, il n'y a rien derrière. Hein, non, mais là, on est sur un mauvais côté. Ça dit ce qu'on appelle un pointu. Là, on est vraiment. J'ai vendu, j'étais en disbelief. En fait, je suis allé me coucher. Pendant la nuit, c'est monté à 5 Ethers. Là, quand il y a eu Logan Paul, je me suis levé, j'ai vu à 3 Ethers. Je suis allé vendre direct. Moi, je pensais que ça allait au moins, tu vois, ce settle au-delà d'un Ether. Mais la portée artistique de ces NFT, non? Il n'y en a aucune. Hein. En plus, je suis même pas sûr que ce soit Irène. Ce soit elle. Ça serait meilleur par contre. Ça serait très beau, ça. Marc, si c'était pas Irène qui avait fait ça, ça me remplirait de joie. C'est elle, mais je pense qu'en fait, la plupart des NFT, tu vois, ils n'ont pas une vraie force. Pas force de. Non, là, il y avait une vraie force marketing dans le sens où le vrai profil de cette personne-là était en train de shield le truc corps et âme. Et l'appréciation fois le nombre d'unités en fait de NFT dans cette collection-là, moi je trouvais ça sous-évalué. Mais après, c'est très dur de faire du fondamental dans les NFT. Mais je me suis dit, ça c'est clair. Ouais, c'est des trucs qui sont très durs à apprécier. Mais je me suis dit, putain, si elle fait une DAO, si elle fait un NFT, c'est 0,5 F avec 1000 unités. Alors qu'il y a des trucs qui ont moins de je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un play à jouer, mais bon, au-delà d'un Ethereum. Tu vas les garder dans ta collecte? Non, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Bon. Bravo de cette opération, tu vois, tu as fait des profits sur les sites. Moi, on en parlait juste avant l'émission, le dark side des NFT, parce que moi, ça fait partie du dark side des NFT. Oui. On s'en bat un petit peu les couilles en vrai. Après, je ne suis pas là pour critiquer ou pas, hein, c'est que la crypto, ça a révélé qu'il y a plein de gens qui ont du pognon et qui ne savent pas quoi en foutre. Et donc, oui, effectivement, ça peut choquer beaucoup de gens, puisque là, on parle de 5 000 $ pour une photo d'une nana. Et c'est tout, hein. C'est ce que les gens achètent. Derrière, hein, vous n'achetez aucun droit. Mais c'est un titre. Mais en fait, il y a. C'est un titre d'accès à des contenus inédits. Non, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Si. Non, il y a 1 minute, tu peux l'appeler pendant 1 minute, je crois que j'ai vu sur Twitter ou un truc comme ça. Mais il faut réaliser qu'il y a plein de gens sur Terre, 5000 balles dans un délire, ça les fait rire et ils s'en foutent et ils ont les moyens. Et voilà, c'est comme ça. Il y a une intention spéculative quand même derrière, hein. C'est-à-dire que des Samaritains ou même des gens qui ont fait ça purement pour l'humour, voilà, ils acceptent la perte de risque, mais je pense qu'il y a la volonté de... Justement, tu regardes la supply, il n'y en a que 1000. Il y a probablement... Tu as un spécimen, par exemple. Si tu veux avoir un audit des gens qui ont acheté ça, j'en ai un exemple à ma droite, là, et il peut t'expliquer la psychologie de ce genre d'acheteur, qui est quand même étonnante. Hein. Tu sais, il faudra penser à faire une thérapie. Moi, je suis inquiet. Je le vais, j'ai pris ça. Oui, mais c'est pas bien. On est clairement dans le côté. C'est mon associé, c'est ma CMO qui m'a dit regarde, Irène Dao, elle est en train de pump. C'était à 0,5 et elle dit no way. C'est vrai que ça peut énormément gâcher à la productivité d'une entreprise. C'est vrai parce que quand tu as les coins qui pump, tu vois, tu as énormément du mal à réclamer l'attention. Oh non, mais regarde,
il y a Irène, là, elle est en train de pumper. Mais pendant une demi-journée, j'étais fou C'est d'Irène. bizarre, Et attends, on vient d'enchaîner sur Irène qui pump et t'étais fou d'elle. Bon, oui. Non. Bon, dans le chat, on va les laisser tranquilles. Hein. On y va. Oui, effectivement, on nous dit dans le chat qu'il y a Maureen Dao qui... Là, je pense que c'est elle. Tu vois. Je ne peux pas piffrer cette personne. C'est Maureen. Attends, mais alors... Maureen, ou Marraine, c'est Marraine Altman, pareil. Voilà, c'est la meuf qui fait de l'astrologie et des cryptos. Je l'ai rencontrée, je ne sais pas si on peut dire ça rencontrée, puisque elle est d'un mépris, elle parle à personne. Tu vois, elle n'a pas calculé une seule personne à Solana, à Breakpoint. True. Elle était là pour introduire les gens, donc elle était host, c'est-à-dire que moi j'étais speaker dans un panel. Elle était là, elle montait sur la scène pendant 2 minutes, ça se fait en conférence, pendant 20 secondes, il y a une personne qui vient introduire, maintenant il y aura tel truc. Et généralement, c'est ce qu'on appelle un host. Généralement, tu discutes avec ton host dans une conférence parce que tu viens présenter un truc, généralement c'est important, c'est le moment de partager des choses. Elle nous a même pas, elle était sur sa petite chaise, sur son portable, elle calculait personne, mais tu vois, moi je suis pas particulièrement connu, mais même des gens importants de l'écosystème Solana, elle n'en avait rien à péter. Tu sentais que la meuf, elle était venue, on lui avait filé un chèque pour venir, elle avait posé son cul, elle faisait ses 20 secondes avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, et puis elle reposait son cul sur le truc à la fin de la conférence, ciao, bye bye. Elle n'était pas là pour la tech, elle n'était pas là pour l'écosystème, elle n'était pas là pour se faire des amis. C'est typiquement le genre de personne qui arrive dans un bull market et 3 semaines après que les marchés se retournent, bye bye. Ça m'intéresse pas. En vrai, ça m'intéresse pas, quoi. Mais c'est très bien. Attends, mais là, tu tombes parfaitement dans la thématique, Marc, parce que justement, c'était le moment des coups de gueule et des déminages. C'est le déminage, parce que là, on a posé quelques mines. Samy est venu nous poser les mines avec Irène. Non, et c'est rigolo. Juste une thèse. Et attention, je vais bien rajouter un disclaimer. C'est typiquement le type d'assets le plus shitty. Alors, spéculer sur ça, c'est hyper risqué. Il y a de fortes chances que ça non, attends, mais c'est tout à fait valable. Hein. J'ai essayé de proposer une thèse sur les NFT et quand tu vois en fait la portée de cette personne, je me suis dit que peut-être ça pouvait marcher, mais il y avait un risque énorme associé à cette opération. C'est de la grosse merde et il faut vraiment le préciser une fois supplémentaire. Mais je t'en prie, le déminage. Mais non, mais c'était ça, c'était le déminage, c'était quelques projets, tu vois, les tendances en fait que tu trouves, dangereuses, Marc, c'est-à-dire peut-être les petits pièges à éviter, je sais pas, il y a des trucs, voilà, c'était les mises en garde, mais tu viens d'en faire une, je pense que c'est pas mal. Si tu as d'autres petits... Après, voilà, moi cette personne, je la connais pas, c'est juste que c'était un comportement par rapport à un rôle, où c'était son rôle dans ce truc-là. Tu vois, on peut tous avoir des mauvaises journées. C'est pas garanti que si on se croise quelque part, si c'est le mauvais jour ou si je suis très occupé, que je vous mette pas un vent aussi. Tu vois, il y a toujours un contexte. On parle d'être humain. C'est juste que dans son rôle, je l'ai trouvé particulièrement en dessous de ce qui est les attentes normales des gens qui font ça à ce moment-là. Après, en tant que personne, je la connais pas, donc j'ai pas d'avis. Moi, j'avais une dernière question. C'était en ce moment, je suis préoccupé par, c'était Wonderland, c'était les reserve currency. Tu vois, le fameux Olympus. Daniel. Moi, je n'étais pas chez eux parce qu'il y avait beaucoup d'Ethereum, donc tu vois, c'était cher en termes de frais. Mais, Alors, en gros, j'avais fait le tweet qui avait pas mal fait de bruit. La défi 2.0, ça s'appelle 2.0 parce que ça va 2 fois plus vite à 0. C'est drôle. J'étais passé à côté, mais on est bien là. Et effectivement, quand ça monte, tout le monde est un génie et c'est la révolution de l'écosystème. Et quand ça se retourne, ça se retourne pour de vrai. Donc effectivement, Olympus, on est passé de $1000 à $100 au final, hein, sur une période qui est relativement courte. C'est ce qu'il faut. Je sais pas, c'était à $1000. Moi, j'ai vendu à $950 puisque j'étais très tôt dans Olympus. Attends, Marc, est-ce qu'on peut dire le plus haut, c'était 1400. Hein. Marc, en vendant à 950, tu as pris une bonne résolution sur Olympus. J'ai pas compris la blague. Ah ouais, bon, d'accord. Je vais faire comme si cette blague n'avait jamais existé. Tunnel intentionnel.
Oui, ça capte mal, ça capte mal. Merde. moi j'ai appris avec les reserve currency en fait que le plus important c'est bon évidemment il faut pas que le trésor soit foireux, mais on regarde la plupart des gens et peut-être moi aussi d'ailleurs, hein, on regarde les APY et en fait ce qui compte c'est le trésor et la market cap, finalement c'est le ratio trésor market cap qui est important. Ouais. Et ben, en suivre. fait, là, tu vois, sur Olympus, ça reste, moi, je les ai pas mal défendus au début. Je suis parti quand ça valait plus de 4 milliards parce que bah, ça a beau être bien, ça vaut pas 4 milliards. Et du coup, bah, j'ai pris mes profits et j'ai fait énormément de profits là-dessus. Hein. Mais De toute façon, les amis qui surveillent mes wallets sur la blockchain, le savent très bien. Voilà, ils ont vu mes points d'entrée, mes points de sortie. Bah, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas le projet. Tu vois, on peut prendre des profits juste parce qu'on considère que ça ne vaut pas ce prix-là à cet instant T. Et tu vois, si tu ne prends jamais des profits, comment tu peux racheter quand ça se calme et que tu peux rentrer buy the dip, c'est bien, mais il faut de l'argent parfois, tu vois, pour buy the dip. Moi, Donc, ouais. oui. Moi, j'ai rien à reprocher à Cardano, hein, si ce n'est la valorisation, mais à part ça, je ne leur reproche rien. Et tout ça pour dire que on était en fait, il y a des réserves dans Olympus, puisqu'ils ont ce système de bande où en fait ils vendent leurs tokens pour avoir des fonds dans leurs réserves. Aujourd'hui, ils ont un petit peu plus de $70 en réserve pour un token qui, à l'époque où ils en avaient 50 $50 en réserve par token, qui valait $1400. Pour moi, c'était un petit peu compliqué comme multiple. Là, je viens de regarder, on est à $114 pour un petit peu plus de $70 en réserve. On commence à revenir dans un truc qui est cohérent. On n'aura jamais 1 sur 1 parce que il y aura toujours un premium de spéculation. C'est comme ça que ça fonctionne aussi la finance traditionnelle. Hein. Les actions ne sont pas exactement la valorisation des chiffres d'affaires des entreprises. Sinon, ce serait un petit peu chiant le monde de la finance, hein, pour tout un tas de raisons. Et donc. Et surtout, ils ont plein de produits. Tu vois, ils ont une bonne équipe. Ils ont Olympus Pro qui a été incorporé par tout un tas de gens dans l'écosystème. Donc, il y a des vraies filles qui rentrent. Ils ont un vrai revenu. Aujourd'hui, Olympus se rapporte plus en termes de rendement financier qu'un protocole comme AD. Est-ce que ça pourra durer sur le long terme? On est sur des choses qui sont beaucoup plus risquées. Mais moi, je n'ai pas participé un peu au fossoyage de Olympus parce que je pense que c'est encore une bonne équipe et qu'ils ont encore des choses à prouver. Il faudra qu'ils se... Voilà. Ils ont eu leur moment de gloire. Ils ont leur première grand test. Et puis, je pense que dans 3 mois, ce sera le bon moment pour y retourner. Après, Marc, ils ne sont pas non plus à leur décharge, ils ne sont pas responsables du premium. Oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas des monnaies pegged, c'est des monnaies avec un collatéral. Voilà, hein, si les gens ils sont prêts à acheter le token, je ne sais pas combien de fois le collatéral, bon, chacun, c'est sûr que ça devient risqué. En fait, quand le multiplicateur devient énorme par rapport au sous-jacent, bon voilà, ça devient chaud, quoi. Ouais. Peu importe la PY. On me demande dans le chat si je dump mes APY. Moi, je suis investisseur chez APY, donc je suis vesté, les amis. Donc, je peux en acheter, mais je ne peux pas en vendre. Donc, et normalement, tous les investisseurs sont dans le même cas que moi. Donc, si le cours descend, ça ne va pas être une raison des investisseurs. Et puis, de toute façon, là, on est sur 12 millions de market cap sur ce truc-là. Donc, on est... généralement, je vends quand on a fait... soit on est surévalué par rapport au moment, soit on a fait une bonne partie de sa croissance. Et du coup, c'est un bon moment de prendre ses profits et de laisser le produit vivre sa deuxième vie, quoi. Donc, voilà. Bon, mais je pense que franchement, tu nous as fait un point assez complet sur l'écosystème. Moi, je suis très satisfait, Marc. Il y a des petits coups dans le chat. Il y a Sam de APY. Je vois des messages. Mais bon, c'est du n'importe quoi. Ils font des partenariats avec des garages en Roumanie. D'où est-ce que vous tenez ça? C'est incroyable. Ça, c'est un peu de tendresse. J'ai un peu de tendresse qui vient du chat. Ça, c'était la session déminage. Voilà. Il y a un avis sur Mimo. Alors moi, je
Alors, Memo ou Mimo? Parce que Mimo. Memo, c'est Wonderland. Oui, Wonderland. Mimo, Mimo qui est un protocole d'un stablecoin algorithmique, en fait, qui propose un euro algorithmique, en fait, money market, qui fonctionne bien, qui a eu peut-être une ou deux fois des incidents sans occasionner de pertes pour ses utilisateurs, qui est disponible sur différentes chaînes. Ils ont une roadmap qui est très intéressante, qui n'est pas encore disclose, mais moi j'ai pu la voir vu que je supporte ce projet-là. Et je connais l'équipe, c'est une équipe que je fréquente et je sais que ce sont des gens, notamment Claude, la personne qui est à la tête du projet, est une des personnes parmi les plus compétentes qui m'ait été, que j'ai pu croiser quoi, dans la crypto et qui est surtout objective oriented, super droit, honnête. Donc voilà, ça met peut-être du temps à shipper. Il n'y a pas encore une innovation, ce n'est pas transcendant, mais il y a pas mal de features intéressantes qui arrivent. Est-ce qu'il faut acheter le jeton de gouvernance? Absolument pas. Est-ce qu'il faut se créer un vault dessus? Je pense que ça va, ils ont un track record correct. Il n'y a pas eu de hack à proprement parler. La TV, elle est pourtant intéressante. Il y a de quoi tenter un hack dessus. Il y a 70 millions ou 50 millions. Mais à prendre avec des pincettes. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une roadmap intéressante pour 2022. Voilà mon avis. Je le cale parce que c'est une team que j'aime bien. Je pense que j'avais suivi au tout début. Ils en avaient parlé. Je crois qu'on les avait eu chez Défi France à l'époque. Donc, ouais. Et après, je ne suis pas un utilisateur aujourd'hui parce que je fais d'autres trucs et on ne peut pas avoir son capital partout. Mais j'en ai entendu que du bien. Et moi, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai fait liquidity mining. J'ai fait confiance au protocole, on va dire ça. Et j'ai pas eu de soucis, mais ça ne donne aucune garantie sur le futur. Ça peut très mal se passer, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, tout se passe bien. L'équipe est réactive, responsive. Ce sont des gens compétents qui ne sont pas là pour faire un cash grab. De toute façon, ils ont déjà été successful par le passé en montant un autre projet qui s'appelle Telcoin en l'occurrence. Donc, on va dire que c'est pas l'argent qui manque, mais ils ont la thèse du cash grab en faisant un stablecoin algorithmique, elle est selon moi écartée. Ce sont des gens très sympas et je pense qu'il faut surveiller ce qu'ils font en 2022. Ils vont déployer sur de nouvelles chains. C'est intéressant à surveiller. En stablecoin, on peut aussi parler des filles 2.0 entre guillemets. On peut parler de Angle.money, qui font le AG Euro entre d'autres choses et c'est une bonne équipe. Ils se sont fait dumper la gueule leur token au début par les farmers. Vraiment, le Angle, il a pris cher. Il en a pris plein la gueule. Voilà, on va aller machin. Mais je trouve qu'il a trouvé il s'est bien calmé, il a trouvé son bottom, le token. On a encore des beaux rendements en stablecoin sur Ethereum, mais je crois qu'ils viennent de se déployer ou ça va arriver. Non, je crois que c'est que sur Ethereum, mais il y a d'autres blockchains qui arrivent pour se déployer. Et c'est français, très très bonne équipe, très très bonne techniquement. Et voilà, ils font du stablecoin, le AG Euro, il y a différents trucs de yield farming là-dessus. Donc, à garder sous le radar. Moi, je suis surpris quand même, parce qu'en termes de stablecoin, il commence quand même à y en avoir un certain nombre, non? Ou plus il y en a, mieux c'est? Plus il y en a, mieux c'est. C'est décentralisé, en vrai. Il n'y a pas de limite. Plus il y en a, mieux c'est. Surtout que maintenant, tu as des protocoles comme Curve, où c'est relativement facile de bootstrap de la bonne liquidité sur ton stablecoin. Tu vois, si tu arrives à avoir 20, 50, 100 millions de liquidité sur une pool Curve avec ton stablecoin de l'USDC, de l'USDT, voire du DAI, en vrai, il est liquide ton truc et il restera à la stabilité. Je vais aussi mettre en avant que dans la AVV3, tu as le Efficiency Mode qui permet de faire du très haut levier sur les actifs qui sont corrélés. Et ça a été pensé notamment pour ces nouveaux stablecoins, où en fait tu pourras faire du levier jusqu'à x50 pour parier, par exemple, pour shorter l'USDC par rapport au AG Euro ou inversement. Et ça va, je pense, aider ces nouveaux stablecoins à retrouver leur stabilité, quoi. À coller au peg, quoi. Enfin, coller à leur valeur. Exactement. Après, moi, je suis pas... Pour l'instant, les stablecoins euros, tout le monde s'en fout et ça fait longtemps que des gens essayent d'en faire percer et tout le monde s'en bat les couilles. Donc, c'est triste ça quand même, parce que bon, ouais, pour ceux qui... En vrai, c'est triste, mais le truc, c'est que moi, mon capital, ce serait plus malin qu'il soit en euros, puisque je vis en euros. Oui, je suis dans l'Union européenne, je vis en euros. Mais aujourd'hui,
mon capital, je le fais d'abord travailler avant de réfléchir à la fluctuation euro-dollar, tu vois. Donc aujourd'hui, où ils travaillent et où sont les opportunités, bah, c'est sur du stablecoin USD, c'est comme ça, c'est là où est le volume, c'est là où sont les protocoles, c'est là où sont les farms. Et avant de me faire prendre du stablecoin euro dans mon portefeuille, bah, il va falloir me prouver l'intérêt, quoi. Ouais, ok. Bon, bah, pas mal, hein. On a fait un petit. Moi, j'ai marché. adoré. Le temps est passé. Enfin, ça fait 1h43 qu'on est live, 1h44. J'adore, on avait dit 1 heure. Oui, on avait dit 1 heure, mais écoute, c'est parti. Mais je suis bavard, hein, je suis désolé, les amis. Non, non, c'est super. Mais les gens sont restés, hein, en termes d'audience. Je crois que c'est pareil qu'au début, hein, donc c'est cool. C'est peut-être même plus. Merci. Parce qu'ils attendent. C'est plus. Au début, on était 600, là, on est 900. Et déjà, merci à tous pour votre présence, pour votre engagement, vos commentaires, vos abonnements payants, non payants. Merci pour les 100 000 abonnés une nouvelle fois. Le live sera disponible en rediffusion. Ça dépend. Non, il n'y a pas eu d'horreur là. Hein. Non, je vais le mettre en VOD là. C'est 10 € pour voir les stratégies de Marc Zeller. Hop, voilà les replays. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas pris des notes? Tant pis. Allez, bam. Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour, mais je prends mon petit pourcentage. Toi-même, tu sais. Bien sûr. Après, on pourra acheter des Irene DAO avec les rétros. Et des marraines DAO surtout. Parce que ça existe vraiment. Il y en a 2. Elle dit qu'elle n'a pas le fait. Je suis prêt à te parier la moitié de ma fortune qu'en fait c'est elle et elle est vraiment là que pour la thune, quoi. Rien à foutre. Mais tu vois, elle dit non, c'est pas moi, mais je suis à peu près sûr que c'est elle, quoi. La Vierge Marie, paraît-il. Après, voilà. Après, je la connais pas personnellement. C'est juste que il y a plusieurs faisceaux d'indices qui me disent que je n'irai pas partir en week-end en camping, faire du camping avec elle, quoi. Ça ne lui plairait pas visiblement le camping, tu sais. Ouais, c'est pas le genre. C'est pas le genre à faire du camping. Faire du camping sur Call of Duty avec elle. Ouais, peut-être. C'est un comportement de joueur qui est déplorable. Qui campe. Oui. Bon, eh ben, je pense qu'on va. Je crois qu'il faut cesser. Je crois que là, ça devient une nécessité. Allez. Non, merci. Mais merci Marc. Et on sera ravis de t'accueillir à nouveau, de faire des petits points. Tu nous parleras de tes nouvelles émotions. Enfin, il y aura la petite totale. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Oui, ça va être un format récurrent. Quelqu'un avait demandé de toute façon dans le chat. Moi, je le réclame. Hein. Je le réclame énormément, ce format. J'apprends toujours beaucoup. Donc, je vais travailler. Je vais essayer, et puis je vais revenir quand j'aurai fait mes devoirs. Et puis, si on se revoit le mois prochain, je pense que ce sera le bon moment d'actualiser la stratégie que je vous avais fait la dernière fois, puisque ces stratégies ne sont pas éternelles. Donc, je pense qu'on sera plus proche de la fin que du début à ce moment-là. Et je vous préparerai un petit French chart et je vous ferai une démo en direct de Daniele. La Frog Nation. La Frog Nation. Il a vraiment l'accent italien à couper au couteau. Il est italien ou argentin? Il n'y a pas de contenu dispo sur lui. Son LinkedIn est vide et la seule interview que vous pourrez trouver, c'est à l'Avalanche Tent dans ETH Lisbonne, je crois, ou un truc du genre. Il n'y a pas de contenu. C'est assez fou. Hein. Il y a Frog Nation et puis une interview qui a fait 200 000 vues sur laquelle il expose un peu sa vision en personnage. Hein. C'est intriguant. Ouais, mais il ne sera plus là dans 2 ans. Moi, je suis prêt à le parier. Voire dans 1 an. Il sera déjà to the moon. C'est ça que tu ne réalises pas, Marc. Oui, il est déjà to the moon, mais ça tourne un petit peu en secte, ce truc-là. Moi, je préfère garder mes distances. Ça ne veut pas dire que j'en profite pas. Hein. Je gagne des sous grâce à ça. Je vous l'ai dit au début de la mission. Mais j'aime pas les cultes de la personnalité. C'est pas ce qui me plaît. Là. Oui, c'est vrai qu'on rentre dans ce genre de délire entre Parce qu'il est vraiment dans ce délire-là de « je suis là pour vous charger le main ». Et vous êtes tous dans la Frog Nation contre les VC. Alors que bon, il y a quand même des whales dans son truc. Quand on suit les flux sur la blockchain, il y a des gros gagnants. Bien sûr, il y a des petits gagnants aussi. Mais il ne faut pas dire qu'il est là pour faire la révolution et que enfin bref. C'est le Che Guevara Vax. Faut pas être trop naïf. Voilà, ne soyons pas trop naïfs. Ne tombez pas amoureux de vos actifs. On est là pour gagner du pognon. On est là pour apprendre des choses. On n'est pas là pour rejoindre une secte. Ça suffit, quoi.
Choisissez la bière en tout cas. Super. Merci. Mais merci Marc, c'était super. Ouais, superbe émission. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Bien sûr. Merci à l'audience, aux abonnés, aux commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous sur YouTube pour d'autres podcasts. Il y en aura un ce week-end avec les fondateurs de Celestia, ainsi que l'émission du dimanche avec un second tutoriel de Crypto Farmer sur Biffy Finance qui sera disponible dans l'après-midi, le samedi, et plein d'autres articles sur le site internet Journal du Coin, des profils technologiques, dont celui de Celestia aussi, et celui de Céramique qui arrivera juste après. Voilà, je vous remercie à tous pour votre temps, votre intérêt, et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, ne capitulez pas, les cryptos sont avec vous.